regardez là, dès qu'on voit la diffusion sur le Zoom, je pense que ça va être bon là dans 2 secondes. Vous pouvez démarrer. C'est derrière. OK. Je commence, Ken? Ken. Oh. Regardez, je ne sais pas combien de temps on a, mais il y a énormément de choses à dire. Et je propose que vous notiez peut-être les questions et qu'à la fin, on laisse un temps comme ça pour les questions. Ce sera plus simple parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et OK, commençons. On va commencer comme ça, Mamash, en 2 minutes avec Birkat Ailanot, parce qu'il y a des petits points comme ça, des questions qui reviennent toujours. Et peut-être que je vais faire aussi une introduction. C'est qu'en général, quand je donne un cours de halakha, j'aime bien dire des avis comme ça de Chabad, mais aussi Ashkenazim, Sfaradim et Sfaradim, Rav Vadia, Rav Montreuil. Ici pour Pessah, et c'est tellement différent que ici et là, je vais peut-être rappeler ce que font les Sfaradim, mais c'est plus spécifiquement un cours dans lequel on va voir les halachot d'après le Admor Hazaken. Je veux dire, ici, on va plus se concentrer là-dessus, parce que c'est vraiment, vraiment, Shamaim Va'aretz, c'est vraiment deux choses qui sont presque sans rapport à tout niveau, au niveau de Shrouya, de Kitniyot, de la façon de cachériser, etc. Tout est complètement différent. Donc, sachez, le titre, c'est vraiment Ilchot Pessah d'après l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, dans Seder Birkot HaNe'enin, alors, quand il parle comme ça de Birkat Eilanot, déjà, il faut savoir, il rapporte là-bas le Noussar. Le Noussar, ce n'est pas exactement le même que chez d'autres. Donc, c'est important, si on voit des Eilanot, qu'on ait le Noussar. Dans le Dvar Malchut, en ivrite, tout au début, comme ça, ils ont imprimé le Noussar. C'est bien qu'on l'ait. C'est chez l'Ochisar Bolamoklum. On dit Briot Tovot, Veilanot Tovot, ouais, pas Tovim. Et un autre Bnei Adam. Alors, ce serait bien de bien connaître le Noussar et de le dire comme il faut. A priori, il faut qu'il y ait 2 arbres, mais ce n'est pas Miakev. Même si c'est une chose qui est bien, si on n'a qu'un arbre, on n'a pas besoin d'aller comme ça au bout du monde pour aller chercher un autre. Avec un arbre, on peut aussi faire la bracha. A priori, c'est bien qu'il y en ait 2. Il faut absolument que ce soit des arbres fruitiers. Ce qui fait que quand on ne connaît pas trop les arbres, et puis on voit des arbres en fleurs, on ne peut pas stam comme ça faire la bracha. Il faut vraiment être sûr que c'est des amandiers ou des citronniers ou un arbre fruitier, quoi. Et l'Admor Zaken, il nous dit qu'on fait la bracha la première fois qu'on va voir les arbres en fleurs. Alors on peut se dire, bah ouais, c'est bien, on ne va pas le faire tous les jours. C'est vrai, mais il y a quand même un problème qui peut sortir de ça. Si jamais maintenant je vois des arbres en fleurs et je ne connais pas bien le Noussar, alors bon, je regarde les arbres, puis je me dis, ah d'accord, je vais revenir demain avec la formule. À partir du moment où j'ai regardé les arbres, alors le fait de les avoir vus, ok, ça ne s'appelle pas encore les avoir regardés. À partir du moment où je je regarde de près et tout, puis je vois même un arbre fruitier, et j'ai bien regardé qu'il a les fleurs, etc. Après, je ne peux plus faire la bracha. Ce qui fait que, bon, bah, là, on se balade tous, on voit des arbres, si on n'a pas encore fait la bracha, qu'on ne regarde pas trop de près. Quand on s'approche pour regarder les arbres, on doit faire maintenant la bracha, et si on ne l'a pas fait, ben, le lendemain ou une autre fois, on ne pourra pas la refaire. Donc, quand le Admor Zaken nous dit qu'on doit faire la bracha Birkat Eilanot la première fois, la première fois, c'est pas uniquement pour nous dire qu'on l'a fait qu'une fois. C'est pour nous dire que si la première fois qu'on a vu et qu'on a bien regardé les arbres, on n'a pas fait la bracha, on a raté la bracha. C'est important de savoir. Souvent, les gens ils demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut qu'il y ait des fleurs, s'il y a des fruits, etc. Alors, il faut qu'il y ait des fleurs, mais même s'il y a des fruits qui sont petits, qui ne sont pas encore complètement développés, c'est bon encore, hein, ça rend pas. C'est important à savoir. Il y a des poskim qui disent, comme le Kaf HaChaim, que le Shabbat, on ne fait pas Birkat Eilanot. Donc, a priori, pourquoi rentrer dans des marlokot autant ne pas le faire le Shabbat, ni sur des fruits qui sont hors là. Chez Chabad, on fait la Birkat Eilanot uniquement au mois de Nissan. Alors bon, faut se dépêcher parce que des fois, comme ça, le temps passe. Et alors, il y a des poskim, comme on veut dire, qui pensent qu'en Iyar aussi, on peut faire. Mais chez nous, c'est uniquement en Nissan. Et aussi, les femmes, chez nous, ont aussi l'habitude de faire Birkat Eilanot. Et voilà comme ça pour Birkat Eilanot. Ok. Maintenant, deuxième sujet, je voudrais parler de l'Abdikat Hametz. L'Abdikat Hametz aussi, c'est quelque chose bien spécial. Et il faut savoir que c'est complètement différent de l'Abdikat Hametz chez les Sfaradim, mais je vais vous dire quelle est la différence. Il y a un passage dans la Gemara qui nous dit que Pirouré la Chachivé, que des miettes, c'est quelque chose qui n'est pas important. Alors, il y a ici maintenant deux écoles par rapport
à quoi faire de cette phrase. Il y a l'école des poskim, comme le Pri Hadash, et ça va jusqu'à Rav Ovadia, qui dit, bah ouais, on vous a bien dit, c'est écrit dans la Gemara. Les pirurim, c'est-à-dire les miettes, ne sont pas importantes. Par conséquent, dans l'abdikat Hametz, c'est pas ça qu'on recherche. On recherche des bislis, on recherche des bouts de gâteau, mais pas juste des miettes. OK. Donc, ça rend l'abdikat Hametz très aisé. Je veux dire, on ne se prend pas trop la tête comme ça, on va aller chercher des petites miettes. Et ça, c'est la vie Sfarad. C'est pour ça que l'abdikat Hametz, elle se fait facilement. Chez les Chabad et beaucoup d'Ashkenazim, c'est complètement différent. On explique que ce qu'a dit la Gemara, et c'est vrai que dans le contexte, c'est vraiment le pshat, que les miettes, c'est pas important. Hein. C'était pas pour nous dire qu'on ne doit pas chercher les miettes. C'est pour nous dire que quand on a des miettes à la maison, on ne transgresse pas ce qui s'appelle baliré ou balimatsé. Ça ne s'appelle pas avoir du chametz chez soi, ce qui est complètement interdit. Mais malgré tout, les miettes, on doit quand même les rechercher parce qu'on a peur qu'on en vienne à manger des miettes. Et s'il y a des miettes à la maison, ben, ça peut se balader à la fin, le type comme ça, avec son doigt, il va manger une miette ouais, sans faire attention, même si on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Malgré tout, ça peut toujours arriver finalement à être mangé. Par conséquent, d'après cet avis-là, qui est aussi l'avis du Admor Zaken, Birla, toute la takana de Dikat Hametz, Bachorim ou Basdakim dans les fentes, etc., c'est pas pour aller chercher des gros bouts de Hametz, c'est précisément pour les miettes. Donc, on comprend que c'est vraiment divergent, quoi. C'est vraiment deux approches complètement différentes de ce qu'on appelle les 4 mètres. Donc, pour nous, chercher les miettes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, malgré tout, Stam, comme ça, au niveau pragmatique, comment pouvoir faire l'abdicat Hametz et sur quoi il faut se concentrer. Alors, je vais prendre l'exemple de... Et ce que je vais vous dire, ça comprend et des coulottes et des chomrotes, c'est-à-dire et des choses qui sont peut-être plus cool que ce qu'on croit souvent, mais aussi des choses qui sont plus complexes et auxquelles on ne pense pas. Alors, il y a comme ça dans le Admor Hazaken, quand on regarde bien, une différenciation entre les endroits où il risque d'y avoir des miettes, où l'abdika, la recherche du Hametz, elle doit être faite d'une certaine façon, comme je l'expliquais, et les autres endroits, par exemple, un endroit dans la chambre des parents, sur les étagères, c'est sûrement pas des miettes qu'on peut trouver. Maximum, il peut y avoir, je sais pas moi, un wafel qui a été posé ou quoi, mais je veux dire, c'est pas qu'il y a plein de miettes là-bas parce que on mange pas là-bas. Ouais. Alors, ça sera quoi la différence? Alors, la différence, elle est comme ça. Je vais peut-être me concentrer sur, pour bien tout résumer, sur une armoire, ouais, l'armoire qui est dans la cuisine. L'armoire qui est dans la cuisine. Alors, il y a des étagères qu'on peut détacher. Alors, ces étagères-là, une fois que je les ai enlevées, ouais, l'étagère, elle est posée comme ça, j'enlève ce qu'il y a, puis j'enlève c'est l'étagère, et je la nettoie quand je vais la remettre. Ici, c'est sûr qu'une fois que j'ai nettoyé, je n'ai pas besoin de faire ça avec une bougie. Cette étagère que j'ai enlevée, à partir du moment où j'ai mis de l'eau et puis je l'ai nettoyée, c'est sûr qu'il n'y a plus de miettes. Ouais, il ne peut pas y avoir de miettes quand je l'ai nettoyé. Donc, je vais la remettre et j'ai aucun j'ai aucun doute qu'il n'y reste pas de miettes, donc je peux le faire quand je veux, dans la journée, etc. Mais si je prends par exemple l'étagère qui est en bas du meuble de cuisine, ouais, celle qui est en bas, qui fait partie finalement du cadre, que je ne peux pas enlever, et bien là-bas, il peut y avoir évidemment des miettes dans les coins. Toute l'année, on met des trucs avec des grains de sésame et des machins il y a toutes sortes de choses et de la farine. Et donc, c'est sûr qu'il y a des miettes là-bas. Maintenant, si on pense que on va nettoyer comme ça avec de l'eau, et puis après, ok, je vais mettre mes produits de Pessah, ici, il y a un problème. Parce que dans la mesure où là-bas, il y a oui du Hametz, et c'est quelque chose qu'on trouve souvent, et bien là-dessus, les Chachamim ont exigé que l'abdika se fasse la nuit avec une bougie. Par conséquent, quand dans les jours qui viennent maintenant, vous allez nettoyer votre meuble de cuisine, les étagères qu'on peut détacher, il n'y a aucun problème, vous les prenez, vous les lavez, vous les remettez. Mais les étagères comme ça qui sont en bas, avant de les recouvrir de papier, dans la mesure où il peut y avoir des miettes, il y en a sûrement, vous avez bien nettoyé, mais vous êtes obligé de, la nuit, avant de recouvrir l'étagère, de prendre une bougie, évidemment sans bracha, parce que la bracha, c'est uniquement la nuit du 14, mais prendre une bougie et regarder comme ça dans les fentes qu'effectivement, il n'y a aucun chametz, c'est uniquement après la recouvrir. Donc, on a dit ici une khumra, une kula.
et dans les mots du Admon Zaken, ouais, des endroits où il n'y a pas de miettes, le fait de nettoyer, ça suffit. Quand vous allez maintenant nettoyer votre maison, comme je vous dis, la chambre des parents, des endroits où il n'y a pas de miettes, mais le fait que vous nettoyez, vous enlevez les habits, vous les remettez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'abdicat Hametz là-bas. Vous n'avez pas besoin, après, même la nuit du 14, d'aller sur l'étagère des habits avec une bougie. Mais des endroits où il risque d'avoir des miettes, c'est là-bas qu'il faut arriver avec la bougie. Alors, vu qu'on ne peut pas tout faire la nuit du 14, parce que, comme évidemment, l'armoire qui est dans la cuisine, eh ben, bien avant, on l'a déjà bien nettoyé, recouvert, on a déjà mis des produits de Pessah. Eh ben, pour ces endroits-là, on est obligé, comme je vous dis, une nuit de prendre une bougie puis d'aller chercher la balémite. J'espère que cette différenciation entre ces deux types d'endroits, hein, elle est assez claire. Le Morzaka nous dit autre chose. Il nous dit comme ça. Même si l'abdika, comme je vous ai dit, on doit le faire la nuit du 14, ça, il faut qu'il y ait une partie de l'abdika au moins qui est faite la nuit du 14. Mais une partie de l'abdika peut être faite n'importe quelle nuit dans les 30 jours qui précèdent. Donc, comme je vous dis, toutes ces bdikot ici, toutes ces recherches de Hametz que vous faites dans ces étagères ce soir, demain soir, etc., il n'y a aucun problème de les faire. Juste, il faut que la nuit du 14, il reste quelque chose à vérifier. Bishat Atrak, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas trop le choix, on peut aussi, le Hannon Zaken, il nous permet de faire un bdika à la lumière du soleil, même dans la journée, mais dans la mesure où il n'y a absolument rien entre le soleil et puis l'endroit où je vais faire l'abdika. C'est-à-dire que si mon armoire qui est dans la cuisine, en face, il y a une fenêtre. Ouais, bon, j'ouvre la fenêtre parce que le Noirzakan nous dit que même la vitre, c'est problématique. Et il y a des rayons de soleil qui arrivent directement dans l'armoire, ça peut me suffire aussi pour aller chercher les miettes. D'ailleurs, on utilise ce truc-là pour les miettes qui sont dans les habits des enfants. Parce que dans les habits des enfants, on va chercher comme ça dans les poches des miettes. Ça, on ne va pas faire ça la nuit avec une bougie, évidemment. Alors, dans ce cas-là, on utilise la deuxième option qui est directement au soleil. On ne peut pas faire ça à la lumière électrique dans la maison. Mais on doit aller à la fenêtre, ou bien à ceux qui ont un balcon ou sur le toit, ou ouais, un endroit où il y a du soleil. Et là-bas, eh ben, retourner les poches et puis aller chercher la balle Hametz. Si on les lave, on les met dans la machine à laver, et ça suffit, on n'a pas besoin de rechercher les miettes après, parce que de toute façon, dans la machine à laver, on a mis des détergents, etc. Donc, ça a rendu le Hametz, même s'il y avait des miettes, pas saoul. Donc, c'est aussi une bonne chose. Et pour la voiture, là-bas, évidemment, on ne va pas chercher avec une bougie, d'autant que c'est à l'extérieur, ça va s'éteindre, et puis bon, ça peut être dangereux. Donc, des endroits comme ça, ou bien ce qui s'appelle le Haron Trashmal, c'est l'endroit où il y a le compteur, etc., et l'électricité. Là-bas, on fait ça avec une lampe de poche. Maintenant, encore un point. Quelqu'un qui a tout vendu, puis le type, maintenant il est à l'hôpital, et tout ce qu'il a à l'hôpital, bon, ben, c'est un petit meuble, il est dans une chambre d'hôpital, là, avec quelqu'un d'autre à côté. Et sa maison, bon, il a vendu pour Pessah. Lui, il ne peut pas faire l'abdika avec la bracha. Parce que l'abdika avec la bracha, la recherche avec la bracha, il doit rechercher le Hametz dans son petit meuble qu'il a comme ça dans sa chambre. Mais on doit faire ça sans bracha. La bracha, elle a été instituée pour une chambre, pour un appartement, pas pour un petit meuble. Donc, quelqu'un qui n'a que, comme bien un petit meuble dans une chambre d'hôpital ou une voiture, un truc comme ça, là-dessus, on doit rechercher le Hametz, mais on ne pourra pas faire là-bas la bracha. Quelqu'un qui est invité pendant Pessah, alors le type, il a vendu sa maison, puis il est maintenant chez les beaux-parents, c'est pour surtout les jeunes couples. Alors bon, ils ont vendu leur appartement, a priori. Il n'y a pas de problème. Ouais, ils n'ont rien à vérifier parce qu'ils ont vendu ça au Goy. Et l'avis de Tzemar Tzedek, il est que les endroits qu'on vend, même si la vente, elle est faite le matin du 14, et l'abdika Hametz, elle est la nuit d'avant, donc elle est avant, on pourrait penser qu'on doit faire l'abdika. Non, le Tzemar Tzedek, il est d'avis, contrairement au Chayei Adam, que même les endroits qu'on va vendre, et qu'on n'a pas encore vendu parce qu'on est la nuit du 14 maintenant, ces endroits-là, ils sont dispensés de recherche de Hametz. Donc, je reprends maintenant un jeune couple qui, 2-3 jours avant Pessah, ils ont vendu leur appartement, enfin, il sera vendu le matin du 14, ils ont rempli le papier pour la rabbanoute, et puis ils sont chez les beaux-parents. Vient la nuit du 14, ils disent, bon, ben maintenant, ben, nous, on n'a rien à vérifier, on est maintenant chez les parents, chez les beaux-parents, et chez nous, on a vendu.
Alors, c'est vrai qu'au niveau d'appartenance de Hametz, ils n'ont pas de problème. Mais seulement, comme il y a une takana de faire une dikat Hametz, la nuit du 14, ben, ces personnes-là, malgré tout, ils doivent se débrouiller pour avoir quand même un endroit qui leur appartient. Donc, le Rav Auerbach, par exemple, il dit, bon, ben, si la chambre qu'on a donnée, ouais, ben, elle est vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer et il frappe, même si c'est le balabait, le propriétaire de la maison, bon, ben, il a donné une chambre à un couple, il ne va pas rentrer comme ça sans frapper. À partir du moment où c'est comme ça, ben, c'est considéré que cette chambre, ouais, c'est un peu comme si on avait loué, même si on n'a rien payé. Et donc, dans cette chambre, ils vont, oui, faire l'abdikat Hametz la nuit du 14. Ouais. Et ça, c'est important, avec bracha ou bien avec la bracha du balabait à laquelle ils répondent Amen. Mais ils feront en sorte que finalement, cette takana, cette décision qu'ont pris les Chachamim, que la nuit du 14, on doit absolument faire une bdikat hametz, ça aussi, ils le feront finalement et c'est important. Maintenant, je vais vous parler de la vente du hametz. Ouais. Par rapport à la vente du hametz aussi, on entend toutes sortes de choses et qui ne sont pas tout à fait exactes pour Chabad. Des choses qui sont exactes pour d'autres. Ouais. Par exemple, alors il y a l'avis du Rav Ovadia qui nous dit on peut vendre le Hametz, mais pas du Hametz Gamour, uniquement, je ne sais pas, de la confiture qui était dans le réfrigérateur ou des trucs où il y a peut-être du Hametz ou un mélange, mais où il y a très peu de Hametz, etc. Et ouais. Pour le Hanmour Azaken, ce n'est pas tout à fait exact. Pour le Hanmour Azaken, il n'y a aucun problème de vendre du Hametz Gamour, c'est-à-dire de vendre même des pâtes et toutes sortes de choses. Et je veux dire d'où ça vient, c'est même pas vraiment indifférent. Il y a réellement un problème qui a été résolu par le Admor Zaken et je vais vous expliquer le Inyan. Lorsque l'on vend le Hametz, ok, on vend le Hametz, normalement quand on vend quelque chose, on reçoit de l'argent. Pourtant, nous, on a vendu le Hametz, on n'a pas reçu d'argent. Alors, celui qui s'occupe de la vente du Hametz, le Rav, la veille de Pessah, il reçoit comme ça une petite somme du Goy, mais dans le contrat, il y a marqué que le Goy, il donnera, après Pessah, s'il veut toujours garder le Hametz, il donnera une certaine somme qui est importante. Ok. Maintenant, si nous, on vendait, je ne sais pas, moi, je vends mon portable comme ça à un Goy, il me donne 5 shekels, et il me dit, bon, regarde, après Pessah, je te donne 500 shekels. Ouais. Et le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, Siman Kuf Tzadik, il nous dit, dans un cas comme ça, quand on vend quelque chose à un Goy et que le Goy ne nous a pas tout payé, le type, il n'est pas rassuré. Il n'est pas rassuré et donc la vente, c'est pas réellement une vente. Ouais. Alors là, pour le Hametz, on s'en moque un peu, c'est pour ça qu'on ne fait pas attention. Mais c'était notre téléphone, n'importe quoi. Ouais. On vend à un juif et puis il s'est engagé, mais même avec un contrat, à nous payer la suite plus tard. Ok, on lui fait confiance. Quand c'est un goy, on a quand même des craintes et ces craintes-là font que la vente n'a pas été une réelle vente. Et par conséquent, le Admor Zaken dit, ben, c'est ce qui se passe avec la vente du Hametz. Donc c'est vrai que c'est un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rav Ovadia et d'autres poskim disent, ouais, c'est une vente fictive et donc uniquement des choses qui sont interdites d'après les Khamim peuvent être vendues, mais des choses qu'on ne peut pas posséder d'après la Torah pendant Pessah, ces choses-là ne pourront pas être vendues. Tout ça, c'est vrai. Mais seulement le Admor Zaken, il a déjà résolu le problème. Et comment il résout le problème? Il y a ce qui s'appelle un Rev Kablan. Un Rev Kablan, c'est un garant, mais c'est un garant, on pourrait dire en béton. C'est pas Stam un garant. Normalement, quand vous faites un emprunt, ouais, bon, on vous demande d'amener un garant. Ok. Mais le garant, malgré tout, et si le type il a tout fait pour se retirer de chez vous l'argent et qu'il n'a pas réussi, ben finalement, il ira chez le garant, mais il ne va pas directement chez le garant. Un Rev Kablan, c'est un donc je vais traduire par un garant en béton. C'est un garant qu'on a le droit d'aller chercher, même avant l'emprunteur. Moi, j'ai prêté, disons, 5000 shekels à quelqu'un, et puis, bon, je sais qu'il va me faire la tête, etc., et ça me casse la tête, il m'a pas encore remboursé. J'ai pris un Rev Kablan, c'est-à-dire que lui, il a amené comme ça quelqu'un qui est garant, mais garant en béton. Je peux décider d'aller chercher mon argent, de demander à cette personne-là, bah, donne-moi toi les 5000 shekels, sans me casser la tête. Ça, c'est le Aref Kablan, donc c'est quelqu'un qui est garant, mais qui est exactement au même niveau que l'emprunteur. Et bien, l'Admor Zaken, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que pour que la vente soit complètement valide, il a exigé qu'à l'intérieur du contrat, il y ait en plus du fait que j'ai vendu mon Hametz, le fait que le Goy qui achète le Hametz, il apporte un Rev Kablan qui est juif, et donc finalement le contrat qui est fait entre le Rav qui va vendre le Hametz la veille de Pessah et le Goy, en réalité le Goy il est ici assez secondaire. Le contrat il est fait avec un juif
qui s'engage au nom du goy à payer si le goy ne paye pas. Et lui-même, le juif, il écrit un contrat avec le goy. Regarde, si moi je paye, ben toi tu devras me rembourser. Mais il n'y a que le Haref Kablan finalement qui se casse un peu la tête avec le goy. Mais nous qui avons vendu le Khametz, ben maintenant on n'a plus de problème. Est-ce qu'il va nous payer ou pas nous payer? Parce qu'il y a ce Haref Kablan qui est juif qui de toute façon s'est engagé à payer. Ouais. Ce truc-là qu'a rentré le Admor Zaken fait que la vente est une vente totale. Et donc, il n'y a aucun problème de vendre même du Khametz Gamour. Alors, c'était un peu du pilpoul, mais pour que vous compreniez que ce n'est pas juste une petite marloquette comme ça, à savoir est-ce que je peux vendre des pâtes et des gâteaux, etc., ouais, et de la vodka. D'après le Admor Zaken, il n'y a aucun problème. Alors, on pourrait dire, OK, mais si moi je vends par la Rabbanout, et peut-être qu'il n'y a pas cette condition. Alors, sachez que la Rabbanout en Israël, en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en Israël, ça fait déjà, je ne sais pas, une vingtaine d'années qu'ils ont rentré aussi cet appendice. Ce qui fait que lorsque l'on va vendre notre Hametz, même si c'est par la Banout Arachit et pas par des instances Chabad, d'ailleurs, c'est un pour ceux qui ont besoin de vendre le Hametz, et je m'occupe d'une vente comme ça qui est faite Befoal la veille de Pessah par le Rav Boaz Yurkovitch, qui est un Rav Chabad et qui fait tout dans les règles de l'art avec toutes les chomrot du Admor Zaken. Donc, si vous avez besoin d'un link pour la vente, vous pouvez demander à Madame Ben Shimol qui l'a, ou à Madame Belchamou, ou à Madame Ben Yaya, ou une des femmes comme ça. Ici, je ferme la parenthèse. Et donc, même si vous vendez le Hametz par la Banout en Israël, il n'y a aucun problème, vous pouvez vendre aussi ce qui s'appelle du Hametz Gamour, du vrai Hametz. Malgré tout, comme je vous dis, c'est bien de vendre par une des instances Chabad, parce qu'il y a d'autres petites roumrotes comme ça, comme le fait qu'on vend aussi de la nourriture qui est collée à des ustensiles qui ne seraient pas propres, etc. Toutes sortes de choses qui a introduit l'Admor Zaken, que d'autres n'ont pas introduit, donc c'est une bonne chose. Et quoi encore? Et souvent, il y a une question qui se pose, est-ce que j'ai oublié tout d'un coup, j'avais besoin d'acamol ou je sais pas, d'un médicament quelconque, et puis il est dans l'armoire dans laquelle j'ai vendu le Khametz. Ok, ça aussi c'est prévu. Et le goy dans le contrat nous donne la possibilité, si on a oublié quelque chose, ou bien dans une chambre qu'on a fermée, qu'on a vendue, et il y a des chaises évidemment qui sont complètement propres. Ouais, et puis j'ai besoin d'une chaise maintenant parce qu'il y a plus d'invités que prévu. Okay. Le goy nous a permis dans le contrat de rentrer exceptionnellement et de prendre quelque chose et de sortir. Ça veut dire on peut y habiter. Ouais. Il y a un lit dans l'endroit, je ne peux pas maintenant dire à quelqu'un, j'ai un invité en plus, ok, dans la chambre que j'ai vendue au goy, il y a un lit, tu peux aller là-bas. Ça, non. Ouais. Mais de façon ponctuelle, entrer, prendre quelque chose et sortir, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est important de savoir. Il y a un autre point qui est important, on pourrait dire, bon d'accord, moi de toute façon, je ne vends pas mon Hametz. Ok, il ne me reste pas énormément, je le mange avant, puis pourquoi me casser la tête? C'est légitime, il n'y a pas d'obligation de vendre Hametz. Mais il y a quand même quelque chose, il y a deux points qui sont quand même des points importants. Si on a vendu le Hametz, si on trouve du Hametz dans Pessah, on n'a pas de problème. Parce que, disons comme ça, si on n'a pas vendu le Hametz, aussi, de toute façon, on a fait l'abdika, on a fait le bitoul, donc il n'y a pas de problème. Je trouve du Hametz, je n'ai pas fait d'interdiction. Il suffit que maintenant, pendant Pessah, je brûle mon Hametz, et si c'est Shabbat ou Yom Tov, quand je le trouve, je mets, nous dit l'Agmara, un ustensile par-dessus, et puis à la fin de Yom Tov, à la fin de Shabbat, je le brûle. Mais c'est quand même une prise de tête de commencer à brûler du Hametz pendant Pessah et manipuler du pain et des trucs comme ça, c'est pas sympathique. Alors que si maintenant, dans Pessah, je trouve du Hametz, un petit sac de bisli, mais que j'ai vendu mon Hametz au goy, et bien là, je n'ai pas besoin de me prendre la tête à le brûler, parce que de toute façon, malgré le fait qu'on vous demande d'écrire les endroits dans lesquels vous avez mis le Hametz, malgré tout, d'après le contrat, on vous demande de les écrire pour qu'on soit bien, ce qui s'appelle Mesoudarim, c'est-à-dire bien ordonné, et que le Hametz ne se tourne pas n'importe où dans la maison sous prétexte qu'on l'a vendu. Ok, donc ils sont dans des armoires fermées. Mais malgré tout, dans le contrat, on vend aussi le Hametz qui n'était pas dans ces endroits-là. C'est-à-dire les endroits dans lesquels vous avez dit que vous avez mis le Hametz, super. Mais si vous avez du Hametz aussi ailleurs, il aura été aussi vendu d'après le contrat. Et donc, si vous trouvez d'un coup sous votre lit un sachet de bisli, ouais, vous n'avez pas besoin de me prendre la tête et oui, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut le brûler. Comment on le brûle et personne ne sait exactement. Je le prends, j'ouvre une des armoires que j'ai vendues au goy, je mets là-bas mes bisli et tout va bien. Ça appartient au goy, ça a été vendu. Donc, il y a quand même un avantage de vendre le Hametz. Au cas où on en trouve pendant Pessah, c'est quand même une bonne chose. Ok.
Après avoir parlé du Hametz, je voudrais parler de Matzot. Ok. Il y a beaucoup de halachot comme ça qui concernent les Matzot, surtout chez Chabad, que j'aimerais voir avec vous. Le premier point, même si d'après le Shulchan Aruch et d'après le Talmud de Yerushalmi, l'interdiction de manger des Matzot, c'est uniquement la veille de Pessah, le Minhag Chabad, c'est déjà un mois avant. Chez beaucoup de Sfaradim d'Afrique du Nord, c'est à partir de Rosh Chodesh Nissan, de toute façon, c'est déjà dépassé. Donc, on ne mange pas de matzah maintenant. Maintenant, est-ce qu'il s'agit uniquement de matzah shmura ou pas? Alors, il y en a qui pensent que oui, mais malgré tout, il y en a beaucoup qui pensent que non, il s'agit de toute matzah. Et plus que ça, il y en a qui sont même d'avis que même des matzot qui sont chametz, on ne peut pas en manger maintenant. Et pourquoi? Parce que ils disent, bon, pourquoi? Et c'est important parce que quand les enfants ils viennent du GAN, par exemple, ouais, mais dans le GAN, souvent, ils font des matzot. Alors, ils disent que c'est des matzot sur Hametz. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour pouvoir les manger maintenant. Parce que dans la mesure où toute la raison pour laquelle on ne mange pas de matzot avant Pessah, c'est une question de goût. Et puis le goût, si les matzot sont Hametz ou pas, c'est pas tellement. On ne voit pas la différence. Donc, fais attention à ne pas manger de matzot, même des matzot qui seraient Hametz. Et on n'en mangera pas maintenant. Ok, c'est important à savoir. Et encore une fois, c'est pas une obligation. Vous pouvez me dire, non, 2 minutes, mais j'ai entendu qu'à Tzahal, on mange des matzot déjà quelques jours avant Pessah. C'est vrai. Ils ne veulent pas se casser la tête avec du pain une semaine avant Pessah, et donc ils sortent des matzot. C'est vrai. C'est comme je dis, ce n'est pas une interdiction, c'est juste la veille de Pessah que c'est une interdiction. Mais au niveau du minag, c'est en aucun cas quelque chose à faire, surtout pour des Chabad. Donc on fera attention, même si ce n'est pas une réelle interdiction au niveau du Shulchan Aruch, c'est quand même notre minag. Ok. La matzah ashira. La matzah ashira, c'est de la matzah qui a été, c'est la farine qui est sur le Pessah, qui a été mélangée avec des jus, etc. Alors ça, notre minhag, c'est de ne pas manger ça pendant Pessah, hein, comme tout le minhag des Ashkenazim, c'est uniquement les Sfaradim qui mangent, même si ce n'est pas du chametz, malgré tout, d'après beaucoup de poskim, ils sont des rabbanan. Est-ce qu'on peut manger ça avant Pessah? Il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas de la matzah, ça n'a pas le même goût. Donc, si les Sfaradim mangent ça pendant Pessah, nous, enfin, les Chabad et les Ashkenazim, ils ne mangent pas ça pendant Pessah, mais avant Pessah, il n'y a aucun problème, ce n'est pas partie des matzot qu'on ne peut pas manger. Beaucoup demandent de minutes de la farine de matzah, je peux utiliser? Alors, ça dépend. Si c'est pour faire des choses qui sont cuites, vous faites des boulettes, etc., avec ça, il n'y a pas de problème. Mais des choses qui sont, enfin, faire des gâteaux avec ça, vous ne pouvez pas. Encore un point, elle s'appelle la matzah shrouya. Alors, bon, tout le monde sait que chez Chabad, on fait attention à ne pas tremper la matzah pendant Pessah. Ça aussi, c'est pas tellement connu, mais on pourrait dire que c'est un chidouche du Admor HaZaken. Et pourquoi c'est un chidouche du Admor HaZaken? D'où ça vient cette histoire comme ça de matzah shrouya, la matzah qu'on ne la trempe pas dans la soupe, etc. Ouais, ça a été accepté par tous les chassidim, mais il y a aussi des litaïm qui font attention à ça, le Chafetz Chaim faisait attention à ça, le Baal Mishnah Berurah. Ouais. D'où c'est né? Alors c'est intéressant. Il y a dans les responsables comme ça du Admor HaZaken, il dit la chose suivante. Si je vous dis en combien de temps il faut faire une matzah, alors tout le monde va me dire en moins de 18 minutes. Ouais, c'est faux. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara de Psachim qu'on peut prendre la pâte, on prend de la farine cachée le Pessah, de l'eau, et on peut en réalité pétrir pendant des heures et des heures. Il n'y a aucun problème. On peut faire des matzot avec ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre 18 minutes. Mais, à l'époque du Admor HaZaken, ils ont commencé à mettre une certaine chumra et à demander que ça soit fait en moins de 18 minutes. Il faut me dire 2 minutes, mais 18 minutes, c'est déjà écrit dans la Gemara. C'est pas. Non. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que je peux pétrir pendant des heures, mais je ne peux pas m'arrêter 18 minutes. Si je m'arrête 18 minutes, ça va gonfler. Mais je peux pétrir pendant des heures. Mais à l'époque de Admor HaZaken, ils ont commencé à craindre que, disons que je pétris, et puis tout d'un coup, il y a un petit bout de pâte qui a sauté, puis qui s'est un peu éloigné. Elle est toujours sur la table. Et moi, je continue à pétrir, mais ce petit bout de pâte, il n'est pas pétri. Et puis, il se passe, disons que je pétris pendant une demi-heure. Il se passe 20 minutes, et tout d'un coup, je pétris, et ce petit bout de pâte, il revient vers ma pâte. Et bien, lui, pendant 20 minutes, il n'a pas été pétri, les 18 minutes sont passées. Et donc, c'est du chametz. Il va se rajouter à ma pâte. Alors, pour ne pas arriver à des problèmes comme ça, ils ont décidé, vers l'époque du Admor HaZaken, que maintenant, on fait attention à pétrir en moins de 18 minutes, comme ça, il n'y a pas ce problème-là. Ok. Mais à cause de ça, nous dit le Admor HaZaken, comme on pétrit maintenant assez vite,
alors on ne mélange pas bien la farine avec l'eau, il peut rester un petit peu de farine sur la matzah. Et quand on va la mettre au four, eh ben, quand on va la retirer, rester encore sous l'état de farine parce qu'elle n'aura pas été bien pétrie. Et si après je mets de l'eau, ça pourra devenir chametz. Maintenant, le Noirzaken, en réalité, il est conscient que c'est une réelle khumra très, très, très lointaine. Parce que tous les poskim, pratiquement, sont d'avis que même si je mets une matzah que j'ai pétrie et qu'il reste un peu de farine sur la matzah, quand je la mets dans le four, ça va ressortir, ça ne pourra plus devenir chametz. Mais comme il a trouvé malgré tout un ou deux décisionnaires qui pensent que non, dans ce cas-là, ça pourrait devenir chametz, alors le Noirzaken, il a fait une takana que la matzah, on ne la trempera pas avec de l'eau à cause de ce décisionnaire. Donc c'est lui-même, il reconnaît que c'est une très très lointaine khumra, mais malgré tout, à partir du moment où le Noirzaken a décidé que ça serait comme ça, alors on fait attention et ça devient, on fait attention même à la folie, c'est-à-dire que chez Chabad, on fait très 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 attention à ce qui n'est pas de et quoi que ce soit de liquide comme ça qui touche la matzah. Donc pour les Tunisiens qui aiment le msoki, eh ben, ce sera pour après Pessah, Bezrat Hashem. Voilà. Maintenant, et pendant le soir de Pessah, combien de matzah on doit manger? Ok. Alors c'est entre 3 et 5 kazaitim. Alors un kazaït, il faut savoir, c'est à peu près un tiers de matzah. Bon, il y a toutes sortes de tailles de matzah, mais les grandes matzot, c'est même un tiers, c'est plus qu'un kazaït. En prenant un tiers, c'est bon. Parce que le kazaït, vous savez, c'est pas d'après le poids, c'est d'après le volume. Et avec un tiers de matzah, c'est sûr on est couvert. Maintenant, combien de fois on doit prendre un kazaït? Alors, d'après la Torah, elle exige que chacun mange le soir de Pessah un kazaït de matzah en moins de 4 minutes. Ok. Mais seulement les Chachamim, de 1, ils ont fait passer à 4. On veut voir que ces 4, ça peut être entre 3 et 5, et j'explique. Dans Moti Matzah, il y a 2 kazaït. Maintenant, on a l'habitude de croire que c'est un pour Moti, un pour Matzah. Le Noirzaken explique que non, c'est faux. C'est pas un pour Moti, un pour Matzah. Parce que pour Moti, je n'ai pas besoin d'avoir un kazaït. Moi, quand je fais le Moti, le Shabbat, je peux prendre un petit bout. Après, il faudra que quelque part dans la Souda, je mange un kazaït en moins de 3 minutes de pain. Mais je ne suis pas obligé dans le Moti qu'il y ait un kazaït. Et dans la mesure où maintenant j'ai Moti Matzah, de toute façon, avec la Matzah, j'aurais mangé le kazaït. Donc, il n'y a pas de problème. Moti Matzah, il suffirait d'avoir un kazaït. Mais seulement, nous dit le Noirzaken, comme on a un doute à savoir, est-ce que ce qui s'appelle matzah, l'achilat matzah ici, ouais, c'est une mitzvah, la mitzvah de manger la matzah. C'est avec quelle matzah qu'on doit faire ça? Celle du dessus, vous savez qu'il y a 2 matzot entières et une coupée qui est au milieu. Est-ce que à l'achilat matzah, la mitzvah, c'est avec la matzah du dessus qu'on le fait ou avec la matzah du milieu qui est coupée? Comme c'est une machloket chez les Rishonim, la plupart disent celle du milieu, mais il y en a qui pensent celle du dessus. On prend un kazaït de celle d'en haut et un kazaït de celle du milieu. Ok. Donc finalement, celui qui a les 3 matzot devant lui, qui fait le CDR, lui, il devra prendre 2 kazaït pour Moti Matzah. Mais après, quand il va distribuer, de toute façon, il distribue. Il n'y a pas assez dans les 2 matzot et demi pour avoir donné un kazaït à chacun. Donc ce qu'on distribue, on prend de la boîte. Donc là, il n'y a aucun inyan de distribuer à tout le monde 2 kazaït. Ouais. Dans ce cas-là, ben, pour Moti Matzah, les gens peuvent se contenter d'un kazaït. Si ce n'est pas les 3 matzot qu'on a pris, si c'est de la boîte, un kazaït suffit. Ça, c'est pour Moti Matzah. Il y a pour courir ce qu'on appelle le sandwich. Ce qu'on mange comme ça avec le maror, etc., il y a encore un kazaït. Et il y a pour la ficomane encore un kazaït. Mais seulement, je crois que nous dit, comme il y a une marloquette à savoir, est-ce que la ficomane, c'est en souvenir du korban Pessah qu'on la mange, ou bien en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le korban Pessah? C'est bien de manger un kazaït de ça, un kazaït de ça. Ok. Donc avec combien de kazaït je me retrouve? Je me retrouve avec 5 finalement pour celui qui fait le CDR. 2 pour Moti Matzah, 1 pour Korer et 2 pour la ficomane. Mais en réalité, ces 5 elles peuvent devenir 3. Parce que, comme je vous dis, les invités, la femme, etc., ben, pour Moti Matzah, il suffit d'un kazaït. Pour courir, il suffit d'un kazaït. Et pour la ficomane, le rabbi, il écrit dans sa Haggadah que si c'est dur pour nous de manger, vous savez, c'est à la fin de la Séouda, et puis encore manger un kazaït de matzah, c'est dur. Il dit on peut faire une condition. On peut dire, si jamais, sans souvenir du Korban Pessah que je dois manger la ficomane, eh bien, ça sera en souvenir du Korban Pessah. Et si c'est en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le Korban Pessah, le sacrifice pascal, eh bien, ça sera en souvenir de ça. On fait donc cette condition, et on mange un seul kazaït, et puis ça suffira. Donc finalement, on peut se retrouver avec 3 kazaït. Ok. Je reviens maintenant
avant Pessah quand je fais les courses. Alors, le Moazkan, il dit, il faut bien faire attention à dire que ce qu'on achète, et c'est pas pour Pessah, sauf pour les matzot, on peut dire ça, mais tout le reste, je n'achète pas la viande pour Pessah, la côte pour Pessah. Parce que quand je dis dire pour Pessah, Pessah c'est le nom du korban, c'est comme si je disais que je veux en faire un korban, un sacrifice, et puis il n'y a pas de Beth Mikdash, et c'est un problème de dire ça. Donc on dit que c'est pour la fête, ouais, mais pas pour Pessah. Par rapport au Herchérim, il y a toutes sortes de choses qu'il faut savoir qui sont super importantes. On a tendance à se dire, OK, bon, ouais, on n'a pas besoin qu'il y ait des Herchérim, surtout, moi j'achète du poisson. Pas besoin qu'il y ait un Hercher pour Pessah, même si le poisson il a mangé du pain, ce qui n'est pas le cas. Disons, Excusez-moi, Rav, vous pouvez traduire le mot que vous venez de dire en hébreu, s'il vous plaît? Ça se terminait par im. Dagim, peut-être des poissons. Pardon? Peut-être que j'ai dit le mot dagim, des poissons, mais je reprends la phrase. Je vais essayer de ne pas parler en hébreu. Merci. Et je dis qu'on a tendance à croire qu'il y a certains produits qu'on peut acheter, même s'il n'y a pas de surveillance rabbinique sur ces produits. Par exemple, quand je vais aller chez le poissonnier et j'achète des poissons, ok, je n'ai pas besoin maintenant qu'il y ait un tampon, que les poissons, ils sont cachés à la Pessah. Quand bien même ils auraient mangé du pain, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est vrai, mais il faut faire attention. C'est vrai pour des poissons qui sont frais. Mais quand je vais acheter des poissons surgelés, alors sachez, moi, il y a à peu près 6 mois, il y avait comme ça un, un jour avec toutes sortes de conférences comme ça de l'organisme Avineni. Puis il y avait quelqu'un qui était vraiment expert dans les poissons, qui a donné une conférence et un truc vraiment important. Il a expliqué et en Scandinavie et en Chine, vous savez qu'aujourd'hui, les poissons, quand on les achète, les poissons surgelés, bon, bah, il y a énormément d'eau. Ouais. À cause de la concurrence et tout, bon, bah, ils vous vendent des poissons, de l'eau auprès des poissons. Les poissons, ils les gonflent d'eau et après ils vont les surgeler. Et quand ils vous vendent le poisson, ouais, vous avez acheté un truc il y a 500 grammes, une fois que vous l'avez mis dans la casserole et que l'eau elle s'est évaporée, il ne reste plus que 250 grammes. Ouais, la moitié, c'est de l'eau. OK. Mais seulement le problème, on pourrait se dire, OK, c'est de l'eau, c'est pas un problème. C'est vrai, mais c'est pas que de l'eau. C'est pas que de l'eau, il y a toutes sortes de protéines et toutes sortes de produits. Et ce qui se passe, c'est que comme ça, c'est et en Scandinavie et en Chine. Ouais, et c'est pour le saumon, c'est pour toutes sortes d'autres poissons aussi. Les poissons, une fois qu'ils ont enlevé la peau, il y a un appareil comme ça qui fait des trous à l'intérieur du poisson. Et après, ça passe dans une espèce de bain à l'intérieur duquel il y a de l'eau, mais il y a aussi toutes sortes d'autres produits, dont souvent des produits qui sont chametz, hein, pour qu'ils aient comme ça un taux plus grand, toutes sortes de protéines et tout. Et finalement, le poisson, bon, bah, il ressort gonflé de toutes sortes de liquides, dont certains qui sont chametz, et après, il va être surgelé. Donc maintenant, j'achète mon poisson et tout, j'ai l'impression que bon, ben, c'est que du poisson. C'est vrai, mais souvent, il y a des produits chametz à l'intérieur, il faut faire super attention à ça. Donc de toute façon, il faut faire attention quand on achète des aliments pour Pessah. Il ne faut pas se baser sur le fait qu'on se dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, c'est sûrement un cachère de Pessah. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un poisson? Non, il peut y avoir beaucoup de choses dans un poisson. Faut faire attention Pardon, à ça. Rav Silam, bonjour. Shalom, shalom. Est-ce que je peux préciser par rapport à ce que vous disiez qu'on peut acheter chez un poissonnier, mais ça dépend où, en Israël peut-être, mais si on achète en France, peut-être que les couteaux utilisés et le matériel n'est pas cachère, quoi. Il faut faire aussi attention chez le poissonnier. Ok, regardez, si le poissonnier, c'est vrai et pas vrai en même temps. Si le poissonnier, il vend aussi du cheval, alors vous avez raison. Mais sinon, il y a un saïf comme ça dans le Shulchan Aruch par rapport à des citrons qui sont achetés chez des goyim, mais les citrons, ils sont achetés, disons, coupés en deux. Ouais. Et la question se pose, mais avec quel couteau il a coupé ça, le type? Peut-être qu'il a coupé ça avec un couteau de viande qui est complètement taref. Et là, la elle est qu'on permet ça. Parce qu'on se dit, OK, Ah ouais? c'est là. Parce que dans les premiers citrons qu'il a coupés, OK, ben, il y avait un petit peu de viande de cheval. Mais après, il en a coupé comme ça des centaines. Et il y a ici un bitoul. Ouais, il y en a deux où il y avait un petit peu de viande de cheval. Je sais que c'est un peu dégoûtant ce que je dis, mais c'est la halakha. Et il y en a 5000 dans lesquels il n'y a aucun problème. Et donc, il y a un bitoul ici. Ouais. Donc, en général, le poissonnier, de toute façon, ouais. Maintenant, c'est vrai que là, c'est peut-être un peu différent. Hein,
Parce que si ce poissonnier, il vend aussi des poissons qui ne sont pas cachers, alors là, il en coupe un comme ça, un comme ça. Là, vous avez raison que c'est problématique. Ouais. Mais Kol Mikre les Goufos, c'est pas parce qu'on a acheté quelque chose, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on a acheté quelque chose qui a été coupé par un goy que c'est nécessairement problématique. Et alors, ça dépend. Si le type, il vend que un type de poisson, et on n'a pas de problème. Si maintenant, il vend des anguilles et des trucs qu'il a coupés, là, le problème existe. OK. Et quoi encore 2 secondes? OK. Je voudrais maintenant vous parler un peu des folies Chabad de Pessah. OK. D'abord, il faut savoir que pourquoi pour Pessah, tout d'un coup, on devient complètement dingue? Ouais, pourquoi il y a toutes ces chumrot? Et c'est rapporté par le Admor Zaken. Et il y a à ça 3 raisons. Un, parce que contrairement à toutes sortes d'autres choses, le Hametz, c'est quelque chose qui est chayav karet. C'est-à-dire quand on mange un kazé de chametz, on est chayav karet. C'est pas vrai pour toutes sortes d'autres choses qui sont interdites à la consommation. Donc ici, on voit que la Torah, elle regarde le chametz de façon beaucoup plus difficile. De deux, parce que le chametz, on voit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Alors d'autres choses qui sont taref, on peut en posséder. Mais la chametz, on ne peut pas, donc on comprend que c'est quelque chose qui est plus compliqué que d'autres choses. Et de trois, la troisième raison, c'est que comme le chametz, c'est quelque chose qui est permis pendant toute l'année, alors, on a moins tendance, pendant Pessah, si les Chachamim n'étaient pas venus et avaient fait toutes sortes de chumrot, on n'aurait pas regardé ça comme on regarde du cochon, ouais, parce qu'on peut dire, OK, du chametz, c'est quelque chose qu'on mange toute l'année. Donc, en raison de ces 3 raisons, le chametz, c'est quelque chose pour lequel on fait énormément attention, sans parler du fait que, d'après la Chassidoute, et on explique que le Pessah, c'est comme la naissance d'un Israël, et donc on veut commencer sur de bonnes bases. Et comme le Rabbi dit, on a tendance à croire que bon, pour des enfants, on peut donner à manger des trucs qui sont avec moins de regardance, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Chez un enfant, la nourriture, elle se transforme directement en son sang, en ses os, etc. Donc, si on fait attention pour nous, on doit faire attention encore plus pour les enfants. Pessah, ça représente la naissance de Israël, donc on doit commencer sur des bonnes bases. Et en plus, et comme toute l'année, quand on fait des avérotes, nous dit la Gemara dans ce temps, on fait des avérotes parce qu'il y a un vent de folie qui nous a traversé l'esprit. Et de la même façon, on explique dans la Chassidoute, pour contrebalancer ce vent de folie, pour Pessah, on est des fous, mais on est des fous d'Akadosh Baruch Hu. On a une folie dans l'autre côté. Et donc, c'est pas pour rien que les poskim me disent, apporté dans le Rama, il faut pas critiquer les femmes qui épluchent les murs avant Pessah. À Pessah, toute folie est permise et légitime. OK. Alors, là-dessus, OK. Pour ce qui est de la Khumra de Matzah Shrouya, on en a parlé. Deuxième point, les Chabad en général, mais là maintenant chacun fait, je vous dis juste des informations, mais chacun fait comme il pense, comme il a l'habitude, comme son mari fait. Ouais. Mais il y a quand même un minhag chez Chabad de pratiquement ne rien acheter qui soit manufacturé. Je veux dire d'où ça provient ce minhag, mais en dehors de produits laitiers, il y a encore pas tous du lait, disons, ouais. Mais en dehors de ça et puis du vin. Et tout le reste, c'est vraiment des choses qu'on fait à la maison à partir de fruits, légumes, viande, poisson, zéro. Et puis, alors pour ceux qui disent, mais il n'y a rien à manger avec Pessah, ouais, peut-être, mais je ne sais pas, moi, je grossis toujours à Pessah, donc on ne grossit pas de rien. Et il y a de quoi manger. Le café, c'est autorisé? Pardon? Le café, c'est autorisé? Regardez, je reprends ce que je viens de dire. Je ne suis pas en train de parler maintenant d'interdiction, je suis en train de parler maintenant de minhag Chabad. Donc, d'après ce que j'ai dit, ça concerne tout. Si vous voulez faire attention à ce minhag Chabad, vous achetez des grains de café, un truc pour les moudre, et vous les moulez vous-même. Mais si le café, vous parlez du café élite comme ça qui est déjà moulu, ceux qui font attention à ne pas acheter de produits manufacturés, ils n'achètent pas de café non plus. Pour moi, c'est le truc le plus dur. Pessah, la chose la plus dure pour moi à Pessah, c'est le café. Ouais, alors bon, on va peut-être acheter du café qu'on va moudre, mais encore une fois, c'est pas une interdiction, ouais, donc je ne peux pas vraiment répondre. Mais si on veut faire attention à ça, on fait attention à ça complètement. Maintenant, c'est pas complètement
et ça ne vient pas de nulle part, ce truc-là. Il y a marqué dans le Sefer HaMinagim, au nom du Admor Zaken. Sefer HaMinagim, c'est un livre qui a été écrit comme ça, avec la surveillance du Rebbe. Et c'est écrit au nom du Admor Zaken qu'on on n'est pas lourd à Pessah, on ne va pas demander à quelqu'un avec insistance de manger de notre nourriture et d'inviter, etc. Les gens, ils ont l'habitude de ne pas manger l'un chez l'autre à Pessah et de ne pas se vexer. Et donc, finalement, le fait de ne pas manger de produits manufacturés, si je ne vais pas manger chez un tel ou chez un tel, alors a fortiori, je peux acheter des produits manufacturés. 2 minutes. Baruch Hashem, je devrais être abad dans mes vies antérieures. Je fais toute ma nourriture. 2 minutes, je n'ai pas vu la suite. Je fais toute ma nourriture moi-même. Ben, super, Madame Rosenbaum. Vous avez bien raison. Vous pourrez nous inviter après Pessah. Ok. Maintenant. Et ça, c'est pour le produit manufacturé. Donc, du fait qu'on ne mange pas, a priori, comme certainement l'un chez l'autre, en dehors de bananes, et alors, a fortiori, les produits manufacturés, c'est de là que ça vient, quoi. Ok. Et moi, j'ai encore une question sur le café. J'avais pensé à un truc. Comme on filtre le sucre, est-ce qu'on peut aussi filtrer le café, quoi? 2 minutes, quel café? Le café Élite, par exemple? Ouais, où il y a un tampon caché à l'épaisseur, en tout cas. Ok, ok. Ouais, a priori, oui. Et je vais peut-être expliquer ce que vous venez de dire, parce que les gens, ils peuvent ne pas comprendre. J'explique le Inyan. On en fait du sirop, quoi. Ken, mais je vais expliquer quelle est l'idée qui se cache derrière ce que vous dites, comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec Ok, on sait qu'un mélange de Hametz avec autre chose qui se fait pendant Pessah, il est problématique. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a du Hametz qui s'est mélangé avec d'autres choses avant Pessah? Ouais. Il s'est mélangé, puis ça y est, il est annulé. Est-ce que maintenant c'est bon ou bien pas? Et là, l'Acha, pour les Ashkenazim, pour le Chabad, a fait une différenciation entre 2 types de Hametz. Si c'est Yavesh Beyavesh, c'est-à-dire j'ai une miette de Hametz qui s'est mélangée avec 1000 miettes même, ouais, de matzot avant Pessah. Ouais. On peut dire, bah, ça y est, bah, c'est complètement. Vous dites même un contre deux, c'est annulé. C'est vrai, mais à Pessah, le Hametz, il va reprendre son importance. Et donc, cette miette-là, qui est mélangée même à 10 000 miettes, ouais, on ne pourra pas manger ce mélange pendant Pessah. Mais ça, c'est dans un mélange de choses qui sont sèches, mais un mélange qui est homogène, comme quelque chose qui a été cuit ou quelque chose qui est liquide et tous ces mélanges-là. Alors, quand bien même il y aurait eu un peu de trametz qui s'est mélangé, et à partir du moment où il a été mélangé dans un mélange homogène avant Pessah, il est complètement annulé et il ne revient pas pendant Pessah. Par conséquent, si je prends du sucre, par exemple, eh ben, il y en a qui ont peur qu'à l'intérieur du sucre, il y ait une miette de pain, ils ne mangeraient pas le sucre. Ok, c'est leur problème. Il y a beaucoup de rabbats qui font ça, nous aussi, c'est notre problème. Ok, c'est légitime. Mais seulement si maintenant j'ai pris ce sucre et avant Pessah, je l'ai mélangé avec de l'eau. Donc peu d'eau, beaucoup de sucre comme ça, et le sucre c'est complètement dissous dans l'eau. Ouais. Je peux le faire cuire. Et puis après, je mets je le mets dans des bouteilles. Ouais. Ben là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que pendant Pessah, dans la mesure où le mélange il a été fait en Pessah, il est homogène, et ben dans les mots de Khamim, le mélange, le Hametz, il ne va pas se réveiller tout d'un coup pendant Pessah. Il se réveille uniquement quand je vous dis, un mélange qui n'est pas homogène et de choses sèches une avec l'autre. Et donc, nous dit Madame Bécouche, on peut faire ça avec le café, c'est vrai. Ça, on peut prendre du café élite, le mélanger avec de l'eau, ouais. Et puis, ça y est, si quand même il y aurait eu du Hametz à l'intérieur, il aurait été mélangé. Vous avez raison, on peut faire ça, évidemment, avec du café qui est caché à l'épaisseur, pas n'importe quel café. C'est tout à fait juste. OK. Et une autre folie Chabad, c'est le fait d'éplucher les fruits et les légumes. Alors, bon, pourquoi comme je vous dis, c'est complètement au-dessus de l'entendement, ça fait partie des folies, donc on peut les expliquer. Mais ouais, bon, on a peur qu'il y ait eu du Hametz qui ait touché le fruit et le légume. Ok, on les épluche. Il y en a même qui font attention d'avoir un couteau rien que pour éplucher les fruits et les légumes pendant Pessah. Et les fruits et les légumes qu'on ne peut pas éplucher, eh ben, on ne les mange pas pendant Pessah.
Donc, c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ne mangent pas de salade verte à Pessah. Pour le Maroc, on est obligé, alors on en mange, mais pendant toute la fête, sinon on n'en mange pas. Encore une fois, ce que je vous dis, et c'est pas complètement absolu, parce que même à l'intérieur de Chabad, chaque famille a ses inyanim. Il y en a qui diront non, non, il n'y avait aucun problème de manger de la salade pendant Pessah. Il y a des grands rabbinim chez Chabad qui mangent de la salade pendant Pessah aussi. Donc chacun avec ses inyanim, je ne peux pas vous dire quoi faire. Chacun décide est-ce qu'il mange du sucre, est-ce qu'il ne mange pas de sucre, est-ce qu'il le filtre avant Pessah ou pas, et toutes ces choses-là. Ok. Il y en a qui pensent qu'on ne mange pas d'ail à Pessah, c'est marqué nulle part, c'est juste une légende. Deux secondes juste, madame Bekouch, mais de l'ail qui est sec, comme ça, qui a été séché, ça oui, on fait attention. Mais de l'ail frais, on peut en manger. Ken, madame Bekouch. Oui, je voulais savoir si c'était à partir de ce problème de salade qu'on ne met pas de céleri sur le plateau du Seder. Non, est-ce que c'est pour ça? Non, on ne met pas de céleri parce qu'en Russie, ils avaient des pommes de terre, ils n'avaient pas de céleri. Mais ouais, la preuve, c'est qu'on met du maror. Ouais. Donc tout le truc, ça vient de là. Mais c'est vrai que de toute façon, on n'en mangera pas, on ne mange pas d'épices et tous ces trucs-là. Okay. Est-ce qu'on prend de la salade sous vide pour maror? Et ce qui se passe en France, je ne sais pas vous dire, Bémet. Et la salade sous vide, est-ce qu'elle a été traitée ou pas? Bémet, je ne sais pas, il faut voir les Herchérim. Les Herchérim en France, est-ce qui se passe en France? Bémet, j'ai aucune idée. Ici, on n'a pas de salade sous vide. Donc, je ne sais pas vous dire, hein, mademoiselle, je suis sportif. Comme ça. Et quoi encore? Ouais, bon, les kitniyot, évidemment, comme les ashkenazim, on n'en prend pas. Mais il faut savoir quelque chose qui est extrêmement important. Ouais. Et bon, des fois, il y a comme ça du maternin qui fait à partir de kitniyot. Alors et il peut y avoir du maternin qui est fait avec de la farine de matzah. Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais. Alors, le rabbi, il parle de ça. Et il dit, au cas où on a besoin pour les enfants, etc., de manger quelque chose qui, a priori, fait partie de nos chumrot, c'est beaucoup mieux d'être permissif dans les kitniyot que dans la matzah shrouya, dans la matzah qui n'est pas shmoura. J'explique. Ouais. Si j'ai la possibilité, voilà, mon enfant, il doit apprendre un des trois. Soit des kitniyot, des petits pois, des trucs comme ça, soit de la matzah qui a touché de l'eau, soit de la matzah qui a pas touché d'eau, mais qui n'est pas de la matzah shmoura. Ouais. Entre les trois, les kitniyot, c'est le moins grave. Même si c'est quelque chose qui est complètement interdit depuis l'époque des Balei Tosafot déjà, pour les Ashkenazim, mais c'est dans le Shulchan Aruch, le Rama, il rapporte ça. Les Sfaradim, ils mangent, et encore pas tous les kitniyot, chacun avec ses minagim. Mais les kitniyot, malgré tout, comme ça n'a rien à voir avec les matzot, le Rebbe, il dit que c'est mieux de manger ça que de manger toutes sortes d'autres trucs comme matzah shrouya et matzah pashmoura. Vous pouvez traduire le mot kitniyot pour Myriam, je suis sûre qu'elle n'a pas compris. Ok, regardez. Les kitniyot, c'est dur de mettre à traduire. Les kitniyot, ce sont toutes les légumineuses, mais ce n'est pas vraiment la traduction. Ouais. Il n'y a pas de réelle traduction à ce mot-là, mais c'est finalement toutes les graines dont la particularité est que ce qu'on mange et ce qu'on plante, c'est la même chose. Ouais. Si je prends par exemple, je ne sais pas moi, des arbres ou n'importe quoi, ok, bon, je vais planter quelque chose, et ce qui va pousser, c'est autre chose. Du blé, je plante un grain de blé, et ce qui va pousser, c'est des épis, etc. Ouais. Mais si je prends des petits pois, si je prends des pois chiches, si je prends toutes ces choses-là, ouais, ce que je plante, c'est un pois chiche, et ce que je mange aussi, c'est un pois chiche. Ok. Donc, toutes ces choses-là, qu'on appelle souvent légumineuses, mais ce n'est pas tout à fait la définition. Donc, les fèves et les pois chiches et les petits pois et ouais, tous ces trucs-là, ils s'appellent les kitniyot. Et les ashkenazim et les chabad n'en mangent pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on fait toutes sortes de mets à partir de ça qui ressemblent à des mets que l'on peut faire avec des céréales. La deuxième raison, c'est que quand on les entrepose,
Il peut y avoir aussi des céréales qui sont entreposées à côté et puis avoir des choses qui passent de l'un à l'autre. On pourrait dire, bon, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est vrai, mais à partir du moment où déjà, à l'époque des Bala Tosafot, ils ont interdit ça, pour les Ashkenazim, c'est complètement interdit. Et il y a plein de Sfaradim aussi qui font attention à certains kitniot. Donc, OK, on ne mange pas ça. Quelque chose qui est important et auquel font attention Dafka les Chabad et les Ashkenazim, non. Si j'ai maintenant un ustensile que j'ai utilisé pour des kitniot. Prenons le cas, je ne sais pas moi, quelqu'un qui était Sfarad et qui est devenu Chabad. Et donc, pendant Pessah, bon, il mangeait des kitniot, et puis maintenant, il a décidé de ne plus manger de kitniot. Hein. Ben, beaucoup de poskim ashkenaz disent il n'y a aucun problème, pas besoin de cachériser ces ustensiles. Les kitniot, ok, on n'en mange pas, mais pas au point de devoir cachériser les ustensiles. Et le Minak Chabad, il est oui de cachériser des ustensiles qui ont absorbé des kitniot. Donc, c'est important de savoir ce point-là. Maintenant, Birchutrem, je voudrais passer à la cachérisation des ustensiles. Et Madame Benchimol, je me permets de continuer un peu, même si il y a 1 heure qui est passée, ou bien on est limité. Regardez, s'il y en a qui veulent partir, et c'est légitime, ouais, je veux dire, on vous enlèvera pas de points à l'interro à la fin. Excusez-moi, Rapsilam, ça dépend combien de temps vous avez, avec plaisir, mais ça dépend. Combien de temps vous avez à nous expliquer tout ça? Regardez, je vais quand même parler encore de la cachérisation des aliments. Quelques points importants du lait lacédaire et après des questions. Mais Bémet, vous inquiétez pas, même si à la fin, et je reste tout seul, c'est pas grave. Dès que je vois qu'il n'y a plus personne, on arrête. Mais je continue quand même, ouais, parce qu'il y a des points importants ici dans la cachérisation qu'on ne connaît pas, mais comme je vous dis, au pire, de toute façon, c'est enregistré par Madame Benchimol, donc vous pourrez aussi écouter l'enregistrement. OK, alors regardez. Cachérisation des ustensiles. Il y a 2 choses qui existent à la base, qui sont rappelées et qu'on rencontre dans Parashat Massé par rapport au butin que l'on a pris de Midian. Ouais, on a pris de Midian quand on a fait la guerre contre Midian. Tout un butin, puis il y avait aussi des ustensiles. Les ustensiles, on a dû les cachériser parce qu'ils avaient mangé des choses qui étaient pas cachères. Et donc, comme nous l'explique Rachamim, alors ce que nous dit la Torah, c'est que les choses qui ont absorbé au contact de l'eau, on les cachérise par l'eau, et les choses qui ont absorbé par le feu, on les cachérise par le feu, et l'explication, elle est comme ça. Je vais prendre 2 exemples. Si je prends par exemple une casserole, alors bon, évidemment là-bas, c'était avec de la viande pas cachère, des trucs comme ça, qu'avaient mangé les habitants de Midian. Et pour nous, maintenant, je vais appliquer ça au Hametz et puis à la cachérisation des aliments, d'ustensiles qui sont Hametz. Ouais. Alors, si je prends maintenant une marmite dans laquelle, dans l'année, j'ai fait cuire des pâtes, ben, les pâtes, le contact qu'elles ont eu avec la marmite, c'est par le biais d'eau. Et par conséquent, je devrais faire ce qu'on appelle une agala. Maintenant, je vais utiliser ce mot, agala. Agala, c'est le fait de cachériser quelque chose en faisant bouillir de l'eau, comme je vais l'expliquer. Mais quelque chose qui a un contact direct avec le hametz. Je prends maintenant autre chose. Une poêle dans laquelle j'ai réchauffé des bourrecas, mais là, ce n'était pas avec de l'eau, c'était directement avec un tout petit peu d'huile ou bien directement sur la poêle, c'est la même chose. Ouais. Et bien là, ça ne suffira pas de mettre de l'eau à bouillir dans la poêle, parce que le contact a été direct, et donc c'est uniquement par le feu que je pourrais cachériser ma poêle. Je vais rentrer maintenant dans les détails, ouais, on va voir exactement comment on fait la cachérisation. Je voudrais quand même faire une petite introduction. C'est que je vous parle de la cachérisation principalement parce qu'il y a des choses pour lesquelles on est obligé de faire une cachérisation, le plan de travail, etc. Ça, ce n'est pas des choses qu'on va acheter pour Pessah, à moins d'avoir 2 maisons. OK. Mais sinon, en général, les marmites, les casseroles, etc., bon, si on n'a pas trop le choix et la vie est dure, OK, on les cachérise. Mais en général, les gens ils font quand même attention à avoir des ustensiles qui sont pour Pessah et pas avoir besoin de cachériser. Donc, je vous dis quand même les généralités, mais malgré tout, si on a la possibilité de ne pas cachériser d'ustensiles, d'utiliser des ustensiles pour Pessah, c'est vrai que c'est le mieux. OK.
Un point qui est extrêmement important et qui fait que la vie de la kashérisation Chabad est plus dure que pour les Sfaradim, et pour les Ashkenazim, c'est comme les Chabad, ça s'appelle Rov Shemush. Et j'explique. Là, maintenant, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé d'une casserole dans laquelle je fais cuire des pâtes et une poêle dans laquelle je vais faire chauffer des boricas. Mais admettons que maintenant, ma casserole, en général, j'utilise pour faire des pâtes et des trucs comme ça. Mais exceptionnellement, je peux avoir aussi chauffé des boricas dans cette casserole. Ben, dans la mesure où, une fois de temps en temps, je vais aussi utiliser ça pour quelque chose qui est plus problématique, parce que là, ça demande une kashérisation au feu, quand il y a un contact direct à chaud entre le chametz et le métal. Eh ben, le Rama va nous dire, exceptionnellement, tu l'as utilisé pour ça, ben, tu n'as pas le choix, tu seras obligé de le kashériser aussi au feu. Mais le Shulchan Aruch dit non, on va d'après l'utilisation principale. Donc, si j'ai une casserole, en général, j'utilise pour faire cuire des pâtes avec de l'eau. Mais exceptionnellement, je l'ai utilisé pour faire chauffer des boricas. Eh bien, il suffira que je la kashérise à l'eau. On pourrait dire 2 minutes. Mais comment c'est possible? Malgré tout, exceptionnellement, il y a quand même eu un contact avec mon boricas à chaud. Donc, comment c'est possible qu'on aille d'après l'utilisation la plus habituelle? Ouais. La réponse, elle est qu'en réalité, d'après la halakha de base, après 24 heures, le chametz qui a été intégré par les parois, il ne rend plus les choses interdites. Ouais. C'est juste une interdiction des chachamim. Donc, c'est même chachamim qui ont interdit des ustensiles dans lesquels il y a quelque chose d'interdit qui est dans les parois, même après 24 heures. Ouais, ce qui n'est pas une réelle interdiction de la Torah. Ben, ces mêmes chachamim, ils ont permis d'aller d'après l'utilisation principale. Donc, je reviens. Pour les Chabad et pour les Ashkenazes, on a toujours la crainte d'une utilisation exceptionnelle et qui est faite avec un contact direct à chaud avec le chametz. Et donc, les choses elles sont plus compliquées comme on va le voir. Ok. Je vous dis d'abord des généralités, mais après, on va voir vraiment à la Khalemassé comment on fait les choses. Et une autre généralité, c'est qu'on fait toujours attention à ne pas cachériser des ustensiles qu'on a utilisés à chaud dans les 24 heures qui précèdent. Pareil, la surface de travail, etc. Les 24 heures qui précèdent le moment où je vais la cachériser, je ne vais pas mettre de choses chaudes dessus. Ok. Et chez les Chabad et chez les Ashkenazim aussi, on ne cachérise pas des ustensiles en verre ou en pyrex et des trucs comme ça. Un ustensile qui a une anse ou une poignée ou comment dire, bref, un truc pour attraper, quoi, je ne sais pas comment on dit, yadit en ivrite. Et cette yadit aussi, cette anse, ouais, ce truc-là, on doit aussi le cachériser. Ouais. Donc, quand je vais le mettre dans l'eau, même si le truc est en plastique, ok, je me débrouille, je peux le faire même en 2 fois, et pour que tout ait été cachérisé. C'est différent d'ailleurs de la tfilat kelim, le fait de tremper des ustensiles au mikvé, où ça, je dois le faire en 1 fois, je ne peux pas le faire en 2 fois. La cachérisation, je peux le faire, si j'ai un ustensile qui est grand, je peux cachériser un côté, et puis après l'autre côté, ça, c'est jouable. Ok. Souvent, les gens, ils posent une question. Ok, je veux cachériser maintenant ma surface de travail. Est-ce que je peux faire ça avec une bouilloire, on va appeler ça kumkum à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut faire ça avec un kumkum de chametz, que j'ai utilisé en tout cas toute l'année, ou bien il faut absolument que ce soit un kumkum qui est nouveau? Il n'y a aucun problème de faire ça même avec quelque chose qui est chametz. Maintenant, si je fais ça avec quelque chose que j'utilise dans l'année, eh ben, je vais faire ça en 2 étapes. C'est-à-dire d'abord l'ustensile à partir duquel je vais verser de l'eau bouillante. Lui-même, je le cachérise. C'est-à-dire, je fais bouillir de l'eau jusqu'à ce que ça déborde. Ouais, souvent, ça ne déborde pas tout seul, alors je vais rajouter de l'eau bouillante dessus quand il bout déjà et que ça déborde. Une fois que j'ai cachérisé mon ustensile, je peux l'utiliser maintenant pour cachériser d'autres choses. Ok. Comment maintenant, techniquement, je vais cachériser mon plan de travail? Ok. Alors là, il faut savoir quelque chose qui est important. On pourrait dire, mais le plan de travail, mais ça a froid que tu l'utilises, donc est-ce que tu as besoin de le cachériser? C'est vrai, mais on a dit que chez les Chabad, on fait attention aussi à des choses qui sont exceptionnelles. Donc, il suffit qu'une fois dans l'année, il y a un bout de kugel qui était complètement chaud, qui est tombé sur le shaïch, et un bout de kugel chaud
c'est considéré comme si le shaïch il avait été directement sur le feu. Ouais. Et c'est un peu long et complexe d'expliquer ça, mais normalement, pour pouvoir cachériser un shaïch, un plan de travail qui a été en contact avec du Kugel chaud ou quelque chose de solide, chaud qui est tombé dessus. Quand je dis chaud, c'est vraiment très chaud, quoi. Ouais. Il faudrait que je prenne mon shaïch, que je mette dans une casserole qui est en train de bouillir sur le feu, ouais, et que là-bas, je le cachérise. Évidemment, c'est pas possible de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va verser de l'eau bouillante sur le shaïch, sur le plan de travail. Vous pouvez dire 2 minutes, mais quand je verse de l'eau bouillante, c'est pas comme si j'avais pris le shaïch et j'avais mis dans l'eau bouillante. C'est vrai. C'est pour ça que les poskim, ils vont nous parler de Even Melouban. C'est-à-dire, ils disent, c'est vrai, comme quand j'ai versé, ça s'est un peu refroidi, eh ben, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais prendre avec des pinces, avec des poignées en plastique, une pierre que je vais mettre dans le feu. La pierre, maintenant, elle est extrêmement chaude. Alors, on a pour faire ça avec un fer repassé. Et quand je vais verser maintenant mon eau chaude, je vais passer après avec ma pierre pour faire bouillir l'eau sur la surface. Maintenant, comme c'est très, très complexe de faire ça, alors ne vous prenez pas la tête. Si vous cachérisez votre plan de travail en versant de l'eau bouillante sur le plan de travail, mais qu'après ça, vous recouvrez le plan de travail avec du PVC, ça suffit, on n'a pas besoin de faire aussi toute cette histoire du fer à repasser, etc. OK. Maintenant, je reprends l'histoire du plan de travail et comment je vais faire techniquement. Première chose, comme je vous dis, comme pour tous les ustensiles, les 24 heures qui précèdent la cachérisation, je ne vais pas mettre quoi que ce soit de chaud sur mon plan de travail. Deuxièmement, je nettoie d'abord avec des détergents et tout ce qu'il faut. Troisièmement, et ça c'est extrêmement important, je dois le sécher. Parce que si je ne le sèche pas, il est un petit peu mouillé. Quand je vais verser de l'eau, l'eau va tout de suite se refroidir. Ouais, et elle ne va pas du tout avoir d'effet sur le shaïch. Par conséquent, il faut absolument que tout ce que je vais nettoyer, il soit d'abord complètement sec. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? OK. Alors, j'ai fait ça pendant 24 heures, je n'ai pas utilisé à chaud. Et puis après, j'ai aussi nettoyé. Après ou avant, je l'ai aussi nettoyé avec des détergents. Je l'ai séché complètement. OK. Je prends mon koum-koum, maintenant je verse. OK. Alors, il faut comprendre, je ne peux pas en une fois prendre un koum-koum et verser de l'eau bouillante et que ça nettoie toute ma surface de travail. Parce que l'eau bouillante, OK, elle touche un certain endroit, mais après, bon, elle va glisser et elle s'est refroidie. Entre-temps, ça ne va pas avoir d'effet. OK. Donc, l'endroit, disons, je ne sais pas moi, un truc de 50 cm de largeur, sur lequel j'ai versé l'eau, OK, il a été cachérisé. Mais maintenant, il va falloir, après avoir versé cette première fois, que je sèche tout ce qui est, parce que maintenant j'ai passé j'ai fait cette partie du plan de travail, maintenant je vais faire cette partie. Quand je passe à la deuxième partie, elle a de l'eau maintenant dessus. Donc maintenant je sèche complètement et je reprends mon concombre et je mets sur la deuxième partie. Ouais. La deuxième partie, elle a été cachérisée, mais il y a de l'eau qui a coulé jusqu'ici. Ben, je vais encore tout sécher et faire la troisième partie, etc. Et comme ça, je vais faire tout mon shaïch de cette façon-là et mon évier aussi. OK. Et chaque fois, maintenant c'est marqué dans la rak, le minag, il est, après avoir versé de l'eau bouillante sur ce que je vais cachériser, ou après avoir cachérisé dans de l'eau bouillante des ustensiles, de les faire passer à l'eau froide. Ce n'est pas une obligation, mais c'est le minag. C'est vrai, mais pour le plan de travail, il n'y a aucun besoin de faire ça. Il y en a qui pensent, OK, maintenant je vais verser de l'eau froide, ce n'est pas la peine. Parce que de toute façon, ouais, c'était quoi le but de mettre de l'eau froide? On a peur qu'une fois qu'on a mis de l'eau chaude, OK, le Hametz, il est sorti des parois, mais à cause de l'eau chaude, il va maintenant être réabsorbé. Il n'y a pas ce problème avec le plan de travail, parce que le plan de travail, de toute façon, il va très, très vite, comme il est grand et froid et tout, en marbre, il va très, très vite refroidir l'eau qu'on est en train de verser. Donc, il n'y a pas besoin de verser de l'eau froide. Et après, comme on a dit, et on aura fait tout le plan de travail, on recouvre avec du PVC et tout est bon. Pour ce qui est du lavabo, OK. Dans la mesure où on recouvre avec un seul couvrant ou il faut en mettre deux? Regardez, si c'est du PVC, un suffit. Si c'est du papier d'aluminium, ce n'est pas génial du tout. Même si vous en mettez deux, je ne sais pas comment, par quel miracle, mais quand vous soulevez après Pessah votre papier d'aluminium, vous voyez toujours que c'est mouillé en dessous. Et ça, c'est problématique. Ouais. Donc ce n'est pas une question de un ou deux, c'est une question de qu'est-ce que je vais mettre comme
comme matériau. Si je mets du papier d'aluminium, à moins qu'il soit super épais, mais même deux, c'est pas génial. Si maintenant je mets du PVC, le PVC il est assez épais, ça suffit amplement. Hein. Tout le truc finalement, c'est qu'il n'y ait pas de contact entre ma nourriture et le shaïch. Et en réalité, il faut comprendre, il y a énormément de logique dans toutes ces choses-là. C'est pas la Chala Moshe Messinaï. Si on recouvrait, ça suffirait en réalité, même sans faire tout ça. Je recouvre maintenant mon shaïch que je n'ai pas cachérisé avec du PVC. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Seulement le problème, c'est qu'on fait a priori les deux parce qu'on se dit, le PVC, ok, mais il y a des endroits où ça ne sera pas bien recouvert. Donc, et pourquoi on recouvre puisqu'on a cachérisé? Parce qu'on se dit, il y a des endroits où je n'ai peut-être pas bien versé l'eau. Donc, on fait les deux par sécurité. Mais normalement, recouvrir même une seule fois de PVC, ça devrait suffire. C'est pour ça que si je prends par exemple prenons la shulchan, comment on dit, comment on dit shulchan? La table. Prenons la table du salon, par exemple. OK. Alors, souvent, on va verser de l'eau chaude et tout. OK, super. Mais il y en a qui vont nous dire, non, mais 2 minutes, mais ma table de salon, elle va s'abîmer, c'est un super bois, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réelle obligation de recouvrir, de cachériser, puisque c'est recouvert. Donc, si je recouvre comme ça et là, pour ma table, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas comme le chat où il y a toutes sortes il y a le mur, il y a machin, puis il y a des trucs qui tournent avec les biais et tout. Donc c'est dur de recouvrir. Une table, il n'y a pas de problème. Donc la table, si je la nettoie et je mets du papier d'aluminium qui est épais et encore une nappe en plastique et puis je mets du scotch, ça y est, il n'y a aucun problème. Pas besoin de cachériser quoi que ce soit, pas besoin normalement. Vous comprenez? Pardon, excusez-moi, Rafilam, j'ai une question. Je suis dans la rue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je me suis toujours posé la question avec quel ustensile verser l'eau bouillante. J'en ai parlé, Madame Bekouche. Ah, je n'ai pas entendu, excusez-moi. J'en ai parlé, j'ai dit souvent, on pose la question, est-ce qu'on utilise le kumkum de toute l'année ou pas? Et la réponse, oui, on utilise le kumkum de toute l'année, mais seulement avant de l'utiliser, on fait bouillir de l'eau dans le kumkum, on attend que ça déborde, ou bien on rajoute de l'eau bouillante dedans pour que ça déborde. Et une fois que lui-même il a été cachérisé, on cachérise avec lui. Excusez-moi, il faut attendre 24 heures avant de le cachériser, le kumkum? Non, il ne faut pas attendre 24 heures, mais il faut faire attention à ne pas l'avoir utilisé avec du chametz dans les 24 heures qui précèdent. En général, le kumkum, on ne l'utilise pas avec du chametz. Par exemple, si on veut cachériser Motzei Shabbat et qu'on a besoin du kumkum pendant Shabbat, c'était ma question. Oui, non, il n'y a pas de problème, mais il faut attention évidemment qu'il ne soit pas en contact avec du chametz à chaud pendant Shabbat, c'est tout. Ok, regardez, je vais essayer de voir les questions qu'il y a eu entre-temps. 2 secondes, Ira. Et si on recouvre avec une planche de temps cachériser le plan de travail, ok. Et là aussi, et si on recouvre avec une planche, il peut y avoir des choses qui passent en dessous. Si c'était très bien recouvert, comme on a plus ou moins répondu à cette question, c'était très bien recouvert, il n'y a pas de problème. Mais comme un plan de travail, ce n'est pas évident, donc a priori, oui, parce que ce n'est pas évident de faire ça comme il faut. Shavuotov, Rav, et mettre une planche à la dimension. Ouais, bon, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit laver les murs de la cuisine qui peuvent être en contact avec la vaisselle de Pessah? Ok, regardez, je vais répondre à cette question. Et les murs de la cuisine qui peuvent être en contact avec la vaisselle de Pessah, je n'ai pas de problème parce que tout ça, c'est à froid. Mais il y a quelque chose que je dois, oui, recouvrir absolument. C'est tous les endroits qui sont près de la cuisinière, où il y a des vapeurs qui vont arriver à ces endroits-là, alors que ces vapeurs sont chaudes. Prenons le mur, par exemple, qui est derrière la cuisinière, ou l'armoire de la cuisine qui est à côté de la cuisinière. Maintenant, je suis en train de faire bouillir des pâtes, et il y a des vapeurs donc avec du chametz qui vont monter. Je mets ma main. Si maintenant, après 1 mètre, c'est plus chaud les vapeurs en question. Il n'y a pas de problème. S'il y a un mur ici, de toute façon, il ne va pas s'imprégner de quelque chose qui n'est pas Yat Ledbo. C'est uniquement quelque chose qui est Yat Ledbo, c'est-à-dire qui arrive au moins à 40 degrés, qui s'imprègne dans des parois. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des endroits comme ça autour de la cuisinière, à moins d'1 mètre, 50 cm de hauteur,
où il y a des vapeurs chaudes qui arrivent, eh ben, tous ces endroits-là, il faut absolument que je les recouvre. Parce que sinon, pendant Pessah, quand je vais maintenant faire cuire des choses qui sont cachées à Pessah, les vapeurs elles vont arriver au même endroit, elles vont être rentrées dans le mur, elles peuvent faire sortir aussi du mur ce qui est Hametz et ça peut retourner dans ma casserole. Donc, tous les endroits où dans l'année, il y a des vapeurs qui sont chaudes, mais très chaudes, qui arrivent, ces endroits-là doivent être nécessairement recouverts de papier d'aluminium ou d'autres choses du style. Et désolé, Rav, je dois quitter le Zoom. Merci beaucoup, Koltouv, Bevakasha. Et vous pourrez toujours écouter l'enregistrement. Pour un dentier cacherisation dans Kli Hametz ou Kacher les Pessar, ok, je vais parler des dentibamages dans 5 minutes. Ken, il y avait d'autres questions, Slicha, avant que je continue? Ok. Dentier, comme je vous dis, je vais en parler bientôt, mais comme ça. Pour ce qui est de l'évier, alors l'évier, évidemment, on ne va pas le faire avant le plan de travail, parce que quand je cacherai le plan de travail, l'eau, elle va dans l'évier de toute façon. Donc d'abord, je commence par le plan de travail, après, je fais l'évier. Ouais. Maintenant, l'évier, alors ce qu'on va faire, d'abord, c'est avec le robinet, on met l'eau maximum comme ça, enfin, maximum de température, quoi. Mais, je veux dire, si maintenant, il n'y a pas d'eau chaude dans le douche ou quoi, moi, ça n'a pas aidé. Mais disons que je mets de l'eau chaude, ouais, et quand l'eau chaude, elle passe à l'intérieur, je verse avec le kumkum de l'eau chaude sur le robinet, je cacherai le robinet. Maintenant, ce que je fais à l'intérieur de l'évier, c'est comme ce que je fais dans la surface de travail. Et a priori, on utilisera comme ça un évier en plastique qu'on mettra à l'intérieur de notre évier en faisant attention que l'évier en plastique n'arrive pas jusqu'en bas. Ouais. Si on n'a pas ça, il faudrait utiliser quand même une bassine. Et évidemment, utiliser des détergents pour tout ce qu'il y a dans les tuyaux qui peut être à mettre. Et comme ça. Pardon, qu'est-ce que vous entendez par le fait que la bassine en plastique, elle n'arrive pas jusqu'en bas? Comme ça. Si tu parles maintenant si tu prends un évier en plastique, l'évier en plastique, ouais, et il se pose comme ça sur l'évier. Donc, quand il se pose sur l'évier, s'il est profond comme l'évier, ben, ce qui va se passer, c'est que directement, mes kélim, quand je vais les mettre à l'intérieur, ils seront en contact avec le fond de l'évier. Et ça, c'est un problème parce que si j'utilise de l'eau chaude, du fond de l'évier, il peut y avoir maintenant du hametz qui va ressortir. Même si je l'ai cacherisé, on a toujours peur de ne pas avoir bien cacherisé et puis qu'il pourra être en contact avec mes ustensiles. Mais si le truc il est surélevé, alors si tu as un évier qui se pose et qui reste sous l'évier encore 5-10 cm, ouais, ou tu as une bassine, eh ben, mettre au moins une grille en bas ou quelque chose sous la bassine qui fait que la bassine n'est pas directement sur le fond de l'évier, eh ben, je suis sûr qu'il n'y aura aucun contact entre mes ustensiles qui sont dans la bassine et puis le fond de l'évier. C'est ça l'idée. Ken, Khamouchka. Ken, c'est clair? Ok. Qu'est-ce qui se passe avec la Merci. cuisinière? Regardez. Aujourd'hui, on peut acheter 2 feux pour, je sais pas, pour mamache peu d'argent. Ouais. 200, 300 shekels, on peut acheter 2 feux de cuisinière qu'on peut brancher comme ça au gaz à la place de notre cuisinière. Donc, a priori, c'est vraiment bien d'avoir un truc comme ça parce que cachériser les feux de la cuisinière, c'est tellement un casse-tête, ouais, et c'est tellement compliqué que, a priori, si on peut acheter des feux, même 2, ouais, c'est ce qu'on a à la maison, il y en a même par 4 comme ça. Pour ceux qui sont à Jérusalem, à Rami Lévi, pour 250 shekels ou 300 shekels, vous achetez un truc de 4 feux. Ouais. Ou une fois pour toutes, vous avez ça pour Pessah, Vézéou. Maintenant, si la personne ne trouve pas ça, ou c'est trop dur, c'est cher, etc., ouais, au moins les grilles qu'il y a sur la cuisinière, c'est bien d'en avoir des spéciales pour Pessah. Et si ça, c'est pas possible, alors il faudra aller passer au chalumeau, ça, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas le choix. C'est la seule possibilité qu'on a de cachériser les grilles. Ouais. Et parce que sur les grilles, il y a du hametz qui tombe directement. Et c'est pas comme les brûleurs qui sont près du feu. Les grilles, elles sont beaucoup plus grandes. Parce que les brûleurs qui sont près du feu, c'est moins problématique. S'il y a des trucs qui tombent, tout de suite, ils sont brûlés. Donc les brûleurs, pour les cachériser, il suffit bien les nettoyer, pas les avoir utilisés avec du hametz pendant les 24 heures qui précèdent, et puis allumer le feu pendant 20 minutes, ouais, et tout va bien. Ou bien, je leur fais la hagala.
C'est-à-dire, je le mets comme ça dans une marmite d'eau bouillante. Ouais. Mais pour ce qui est des grilles, comme je vous dis, ça, c'est plus problématique. Et toutes les parties blanches comme ça du four, enfin de la cuisinière, on ne les utilise pas aussi pendant 24 heures. On va verser de l'eau bouillante et après on les recouvre avec du papier d'aluminium parce qu'on a toujours peur de ne pas bien avoir fait tout ce qu'il faut. Et ok, quoi encore? Et les plaques comme ça qui sont sur le feu, on les nettoie bien et on les met à la plus haute température pendant 1 heure, c'est ce qu'il faut. Pour ce qui est des fours, alors chez Chabad, on ne cachérise pas les fours. Ouais. Et si c'est un four à pyrolyse qui arrive à 480 degrés, il y en a qui permettent, mais je ne vous conseille pas. Je vous conseille pas. Et il faut savoir qu'il y a un différent comme ça par rapport au four. Et il y en a qui pensent que toute chose qui a été utilisée à une certaine température peut être cachérisée à la même température. Ouais. Et ce qui s'appelle Kebolo Carpolto, et c'est comme ça aussi pour les fours. Mais il y a un avis qui dit que non, et ça ne marche pas comme ça. C'est uniquement pour la gala, mais ce n'est pas pour tout. Pour ce qui s'appelle le liboun, quelque chose qui est directement en contact avec le feu. Ouais. Et on ne dit pas cette histoire de Kebolo Carpolto. Et par conséquent, pour un four, le fait d'utiliser le four à la même température que la température d'utilisation, ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait des étincelles qui sortent quand je vais le cachériser. Bref, c'est tout un casse-tête, ouais, l'histoire du four. Donc, a priori, mettre sur Chabad, il y en a qui disent, mais comment je vais faire? Je ne sais pas, nous, on était pendant maintenant, on a un petit four pour Pessah pendant des années. Puis, on n'est pas faute pour Pessah. Personne ne meurt du fait de ne pas avoir un four pendant une semaine. Ce n'est pas la mer à boire. Ouais, cachériser un four, c'est tellement compliqué que c'est vraiment la dernière chose à faire a priori. Ok. Et comment on fait maintenant la hagala? Ouais. C'est-à-dire, j'ai maintenant des ustensiles, des petites cuillères, des trucs comme ça que je veux, comme je vous ai dit, il vaut mieux en avoir pour Pessah, mais ok, si je veux faire ça. La hagala, elle se fait en 3 phases. Première phase, je prends maintenant ma marmite, il faut d'abord que je la cachérise. Ouais. Alors, je la nettoie, je ne l'ai pas utilisée pendant 24 heures, je fais bouillir de l'eau, ça déborde, etc. Ok, elle est cachérisée. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, a priori, le minag, il est que je la rince aussi avec de l'eau froide. Ok, maintenant, je vais la re-remplir une deuxième fois d'eau bouillante. Quand l'eau, elle bout, maintenant, je peux mettre mes ustensiles. Je les mets 3 secondes et je les sors. A priori, on utilise ce qu'on appelle un réchette, un filet comme ça avec des trous. Je mets mes petites cuillères, mes trucs. Ouais, j'en mets plusieurs, je bouge à l'intérieur, je laisse ça 3 secondes, je le ressors. Maintenant, chaque fois que je veux remettre des nouveaux ustensiles à l'intérieur, il faut attendre que ça boue. Ouais, je ne peux pas mettre comme ça un après l'autre, etc. Parce que quand je vais le mettre, ça va se refroidir. Alors, j'attends que ça boue. Quand je rentre maintenant mes petites cuillères, même si ça ne boue plus, ce n'est pas grave. Ça bouillit avant que je le rentre, il n'y a pas de problème. Mais je laisse 3 secondes, je les enlève, je les mets à l'eau froide. Avant de mettre une nouvelle nagla, une nouvelle série de petites cuillères ou de trucs, ouais, j'attends que ça boue. A priori, chez les rabbins, on ne cachérise pas des couteaux. On a toujours peur que les couteaux, ils demandent un liboun parce que des fois, on va couper des choses chaudes avec. Donc, c'est un petit peu différent des cuillères. Mais a priori, les couteaux, on ne cachérise pas. Si maintenant, après avoir fait tout ça, je vais utiliser maintenant à nouveau ma marmite. Vous pouvez me dire, vous l'aviez cachérisée au début. C'est vrai, mais entre-temps, on l'a utilisé pour faire sortir du khamet de toutes sortes d'ustensiles. Alors, je suis obligé maintenant de tout vider, de vider l'eau, rincer, remplir de l'eau une 3e fois, faire bouillir. Et là, maintenant, je recachérise ma marmite pour Pessah si j'en ai vraiment besoin. Et Ken, et la plaque de Shabbat, a priori, il y a 3 choses à faire si possible. D'abord, bien la nettoyer, la mettre à la plus haute température pendant 1 heure, si on peut, mais en faisant attention parce qu'il y a quand même des trucs électriques là-bas. Verser de l'eau d'un koum-koum, c'est super, et la recouvrir avec du papier d'aluminium. Mais là aussi, combien ça coûte une plata aujourd'hui? On va à Milevi, 50 shekels, 70 shekels, on a une plata, autant en avoir une pour Pessah. Donc, ce n'est pas vraiment le truc à cachériser a priori. Ouais, c'est bien. Puis en général, au fur et à mesure des années, on achète toutes sortes de choses qu'on garde pour Pessah. Et une plata, c'est quand même quelque chose d'important à avoir pour Pessah. Même s'il s'agit d'un Shabbat.
Et encore deux Yom Tov, c'est pas énormément sur toute l'année, mais malgré tout, ça ne coûte pas les yeux de la tête non plus, donc c'est important. La halacha, c'est important dans le Rama et le Admorazakan aussi, c'est qu'on n'utilise pas à Pessah, même à froid, quelque chose qui demandait à être kashérisé. C'est-à-dire que si j'ai maintenant quelque chose que j'ai utilisé à chaud et qui doit être kashérisé, je ne peux pas l'utiliser pour mettre des fruits non plus. Une casserole, disons, je ne peux pas l'utiliser pour mettre des fruits pendant Pessah. On n'utilise pas à froid quelque chose qui doit être kashérisé, même s'il n'y a pas de problème au niveau du contact, on a peur qu'on arrive à utiliser la chose. Une poêle en téflon, elle n'est pas kashérisable, parce qu'une poêle, on a dit, il a besoin d'ibboun au chalumeau, mais seulement ça se détériore, donc on ne kashérise pas un truc comme ça. Si on a un petit ustensile, on peut soit le remplir d'eau bouillante et le kashériser directement, soit le rentrer dans un grand ustensile qui bout. Quand vous kashérisez le freezer, faire attention, il faut d'abord enlever la glace, parce que souvent sous la glace, il y a toutes sortes de miettes, etc., qui sont restées comme ça toute l'année, donc il faut faire attention. Et excusez-moi, et les légumes qui vont rester dans le frigo, qui sont dans le frigo et que maintenant je veux nettoyer mon frigo, qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces légumes après dans Pessah? Ouais, vous pouvez utiliser les légumes qui sont dans le frigo pour Pessah. Ouais, vous les lavez, vous les épluchez, il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Okay. Et comme je vous dis, le micro-ondes, on ne kashérise pas, et pas seulement pour Pessah. Chez Chabad, on ne kashérise pas ni de Bessari, Achalavi, ni. Et le lave-vaisselle aussi, c'est vraiment un problème parce qu'il y a toutes sortes de fentes et de trucs comme ça, donc a priori, c'est des choses qu'on met de côté. Pour la question de mademoiselle Chichportiche, et comme ça, pour ce qui est des dents et des dentiers et tous ces trucs-là. Ok, alors comment ça marche? Pour ce qui est des dentiers, les dentiers, si maintenant on mettait dans de l'eau bouillante, ça serait un problème parce qu'ils se détérioreraient. Donc ce que faisait le Rav Auerbach, c'est qu'il faisait bouillir de l'eau, il attendait que ça descende à 70 degrés, et là, on met le dentier et on le kashérise de cette façon-là. Pour ce qui est des dents, bon, d'abord, on nettoie bien, on se brosse bien les dents, et là, on ne va pas mettre de l'eau à 70 degrés parce qu'on va vraiment se brûler, mais disons qu'on met de l'eau et qui a la température la plus haute avec laquelle on a consommé du chametz dans l'année. Donc, de l'eau chaude, quoi, qu'on peut encore mettre dans la bouche. On va faire un gargarisme et tout va bien. Maintenant, deux choses. Un par rapport à la cuisine et un par rapport à ce qu'on mange. A priori, il faut vraiment tout faire pour, malgré tout ce qu'on a dit, ne pas utiliser d'eau chaude chez Yad Soledadbo à la cuisine, c'est-à-dire dans l'évier pendant Pessah. Parce que c'est vrai qu'on a kashérisé et tout, mais on a tellement peur que dans les tuyaux, il y a toutes sortes de choses, on n'a pas bien fait la kashérisation. Ouais. Donc, on fera attention à ne pas utiliser d'eau bouillante à l'intérieur de l'évier pendant Pessah. Ouais. Et pareil, boire quelque chose qui est complètement bouillant aussi. Ouais. Comme quelque chose qui est bouillant, il fait sortir le hametz qui est à l'intérieur de la bouche. On peut dire les dents, ça n'absorbe pas. C'est vrai, mais comme on a souvent des plombages et des trucs comme ça, alors il y a oui un problème. Donc, on fait attention comme ça. Et comme ça. Pour ce qui est des plaques en céramique et tout, il y a des pubs comme ça, de choses que l'on colle. Alors, bon, il y a une certaine. Il y a plusieurs épaisseurs. Il faut prendre l'épaisseur comme ça, la plus grande. Mais alors, on nettoie. Mais si on met ce truc-là comme ça dessus, c'est quelque chose qui se colle, mais qui fait en sorte que l'induction va quand même fonctionner. Et il y a aucun problème. Et pour ceux qui sont en Israël, il y avait une pub Shabbat dernier, je crois, ou Shabbat d'avant dans Sirat HaShavua, avec un numéro de téléphone. Vous savez quoi? J'ai ça ici dans mon téléphone, je vais vous dire tout de suite. Et il y a un numéro de téléphone d'une Chavra qui vend ça. Et 2 secondes. Voilà. Et ça s'appelle Silly Plus. Et il y a 2 numéros de téléphone, je vous les donne. Il y a 3 numéros de téléphone. 054 646 43 86, 03 6577 110, 051 54 15 770. Oui, c'est ce truc-là.
Et donc, c'est une pub sur cette espèce de truc collant comme ça qu'on colle sur les plaques à induction. Et ben voilà, Pardon, je vous Ram, il y a juste, Ken. juste un détail qu'on m'a demandé par rapport au dentier. La question, en fait, c'était dans quel kéli? Est-ce que le kéli qu'on utilise pour la cachérisation, c'est un kéli Hametz ou cachère l'épaisse? Ken, mademoiselle, je suis sportif. J'ai répondu à cette question. Quand on va cachériser, J'ai pas entendu. quand on va, non, parce que je n'ai pas dit ça par rapport au dentier, mais j'ai dit ça par rapport à toutes sortes d'autres choses. Quand je vais cachériser maintenant dans un kéli, quoi que ce soit, je prends un kéli qui était Hametz. Je ne vais pas prendre maintenant un kéli qui est tout neuf de Pessah et commencer à le bousiller avec une décachérisation. Mais ce que je fais, c'est que je prends une casserole qui était Hametz dans l'année, que je n'ai pas utilisée pendant 24 heures. Je le remplis d'eau, ça bout, je le cachérise. Première phase. Une fois que j'ai fait ça, je le rince, je le re-remplis d'eau, et là maintenant, je vais cachériser à l'intérieur. Donc finalement, je cachérise dans quelque chose qui est caché à l'épaisseur, mais que j'ai cachérisé, pas quelque chose qui est nouveau, tu comprends? Ken? Si on met dans un verre en carton Khatpami Kacher le Pessar, on peut mettre l'eau bouillante de la bouilloire Kacher le Pessar et mettre le dentier dedans, peut-être. Non, Madame Ben Shimol, parce qu'a priori, c'est dans un clirichon qu'on doit faire ça. Ouais. Ah, ok. Les cachérisations, on doit faire dans un clirichon, c'est rapporté dans le Rama. Et donc, prendre un clirichon et attendre pour le dentier que ça se refroidisse, oui, mais pas dans un clichéni. C'est-à-dire, vous proposez de prendre l'eau qui est chaude, de la mettre dans un verre. Non, on ne fait pas ça. Mais je vous ai dit, on prend une casserole qui était Hametz toute l'année, ouais, et on la cachérise, et après, on remplit d'eau, on change l'eau, on remplit d'eau, on fait bouillir de l'eau, on attend que ça se refroidisse, et là, maintenant, on va mettre notre dentier. Ça marche? Dernier point que je voulais vous dire, c'était par rapport aux bagues. Les bagues que les femmes ont sur elles, il faut faire attention. A priori, chez Chabad, on les enlève pendant une semaine. Pas uniquement parce qu'on a fait, on a pétri avec. Aussi parce que pendant Pessah, ben, il peut arriver comme ça, la femme, elle sort maintenant un plateau du four avec du chametz et puis ça a touché la bague. Ouais. Et pendant Pessah aussi, elle va sortir un plateau qui a toutes sortes d'autres choses. Il peut y avoir du hametzo, quelque chose de Kachal Pessah chaud qui va toucher la bague. Et maintenant, la bague, elle va sortir ce qu'elle avait absorbé. Donc, a priori, les bagues qu'on utilise dans l'année et avec lesquelles on est à la cuisine, ça serait bien de ne pas les avoir sur soi pendant Pessah. Voilà en gros. Et s'il y a des questions, de toute façon, vous pouvez toujours par WhatsApp demander à Mme Benchimol ou quoi. Et Moi, j'ai une question. Je peux vous poser ma question, s'il vous plaît? je vous en prie. Le four, j'ai un meuble encastré. Enfin, j'ai le four en dessous. C'est pas une gazinière avec les plaques en haut et le four en bas. Mais le four, il se trouve en bas de la plaque de cuisson. Enfin, des gaz. Je vais changer le gaz. J'ai un gaz Cachal Pessar. Est-ce que le four, il doit être nettoyé à fond comme si j'allais le cachériser? Parce Je qu'il vais est vous en dire, dessous. Je vais le vendre. je vais vous dire comme ça. Si vous le vendez et qu'il est fermé, vous avez bien fait attention à écrire vendu au goy et tout, non, il n'y a pas de réelle obligation. C'est toujours plus sympathique, ouais, mais ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup. Ok, désolé de vous avoir pris autant de temps. Merci beaucoup, très bien. merci beaucoup. Beaucoup. Ok, Et Pessah, question sa mère. De toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours. Le WhatsApp, c'est plus 972 545 950 137. Moi, j'ai une petite question aussi. Si on n'a Ken. jamais pris de l'ail, non, j'entends, c'est pas la première Vous fois n'avez que jamais j'entends pris de d'ail et que maintenant j'entends que c'est possible de prendre l'ail. Est-ce que ça fait partie, c'est comme si que j'enlève une rumra ou je peux prendre l'ail sans problème? Je vais vous dire comme ça. Dans l'ilchot de Atarat Nedarim, on apprend qu'on a besoin de faire Atarat Nedarim uniquement sur quelque chose dont on était conscient que c'était pas une obligation et, et finalement on veut revenir un peu en arrière. Mais si on a pris quelque chose pensant que bon, bah, c'était ça le minag, ouais, et que on n'a pas besoin de faire de Atarat Nedarim. Maintenant,
Attention, pour l'ail, je vous ai bien dit, si c'est de l'ail qui est frais, alors il n'y a aucun problème. Et c'est une erreur de penser qu'il y a une acrabate de ne pas prendre d'ail. Ouais, c'est écrit nulle part. Mais si c'est de l'ail comment dire, qui est sec, ouais, ça, on fait oui, attention. J'ai bien compris, mais, mais est-ce que dans l'idée, ça veut dire que ben, j'abandonne dans quelque l'idée, il chose n'y a que pas de j'avais problème. Vous fait pouvez prendre de ou... l'ail sans aucun problème parce que cette roumra, elle n'existe pas. Ce n'est Ok, pas une merci roumra beaucoup. rabad. Ben, Et donc, effectivement, quand vous preniez cette roumra, vous pensiez que c'était le minak rabad. Mais ce n'est pas le cas. exact. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà. Razak. Et le bar d'eau, le bar là, le mini-bar, on peut utiliser l'eau froide pendant Pessah? Ouais, vous pouvez. Et l'eau froide, vous pouvez l'utiliser. D'accord. Merci, Faut juste bien nettoyer. bien sûr, bien sûr. Pour ce qui est de l'eau Ok. chaude, c'est plus compliqué. Pour ce qui est de l'eau chaude, parce qu'on fait attention, c'est apporté dans le Rama, à quelque chose auquel on ne fait pas attention dans l'année nécessairement, c'est à tout ce qui peut sortir avec les vapeurs. Ce qui fait que, bon, ben, il suffit qu'une fois on ait utilisé l'eau chaude dans un verre dans lequel il y avait des miettes ou quoi. Ça, c'est un problème et donc on ne peut pas vraiment le cachériser. Ouais, mais pour ce qui est de l'eau froide, il n'y a pas de problème. Super. Merci beaucoup, Rav Silam. J'espère que des bonnes choses. Amen, amen. Pessah de Géoula. On veut être Amigdash, Amen. manger les corbanotes. Avec Amen. le rébé. Merci beaucoup. Salam. À notre tête. Amen. Shalom. Merci. Alors, bonne journée à tout le monde. Bon courage et bravo. Et on soit vraiment dans un Pessah